Mais pas non plus, pas trop de fois, parce que sinon après j'étais fatiguée. Bref, on repart sur l'histoire de l'Iliade. J'ai quelques notes. Quelques notes. Oui, parce que, si vous voulez, moi les prénoms je les retiens pas. Donc au bout d'un moment, il fallait bien que je m'aide un petit peu, hein. Oui, donc c'est Clara raconte à peu près la fin de l'Iliade et le début de l'Odyssée. Joyeux Noël, Nostradamus, pour toi. Donc, la fin de l'Iliade. On en était arrêté au moment où t'as fait des devoirs. Exactement. Oui, parce que j'avais non, j'ai oublié certains trucs que je n'ai pas vus. Donc, je vais peut-être me faire aider, soit par Wikipédia, soit par Mitsovu, s'il est encore là. Évidemment. Le cahier est plein, le tome, c'est le tome 1 sur 12. Exactement. Non, donc on en était au moment où notre ami Achille a enfin défoncé le crâne de l'ami Hector. Rip Hector, mon petit chouchou de cette épopée de Troie. Donc Achille, pour se venger de la mort de Patrocle, son bro de toujours, a décidé de castagner finalement Hector. Donc on en était là. Ma musculation pour le tir sportif se résume à porter des bouteilles de 2 litres, c'est devenu une idée de ma force. Le jeu est la même, t'inquiète pas, Halloween. Et encore, moi c'est 1,5 litre, hein, et je suis. Et ça, le chat en est témoin que je suis. Vive Achille! Non, vive Hector! Dites pas ça! Bon, bref. À ce moment-là, donc, il y a Priam, le papa d'Hector, qui va à la rencontre d'Achille afin de lui demander de lui rendre le corps de son fils pour qu'il puisse lui donner l'extrême onction. Non, c'est pas du tout l'extrême onction chez les Grecs. Bref, on s'en fout. Pour lui rendre le corps de son fils pour qu'il puisse lui donner des obsèques décentes, ni plus ni moins, qu'il puisse brûler son corps sur le bûcher et lui mettre des pièces sur les yeux ou sous la langue, selon les mythes, ça dépend, afin qu'il puisse payer le passeur Charon lorsqu'il traversera le Styx pour rejoindre le royaume des morts, le royaume d'Hadès. Donc, Priam va gentiment... Oui, gentiment, parce qu'il a bien vu qu'Achille, il n'était pas du genre à déconner. La fin de l'Iliade, c'est vraiment la mort d'Hector. Non, Marvin Red, je me suis totalement trompée. Je pensais, je vous ai dit une hérésie hier, pas du tout. La fin de l'Iliade, c'est la fin de la guerre. Et là, je suis en train du coup de raconter la fin de l'Iliade parce que je me suis gourée. Pardon. Team Ajax. Ajax, d'ailleurs, qui est décédé au combat à ce moment-là. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de dire, mais Ajax, il avait failli tuer Hector. Et c'est Apollon qui, comme d'hab, est arrivé, a fait non, Hector, il va pas mourir maintenant, je vais l'aider un petit peu. Donc, comme quoi, encore une fois, c'est une guerre dans laquelle les dieux ne devaient pas prendre parti. Voilà, évidemment, tout le monde a pris parti durant cette putain de guerre. Bref, donc, nous sommes à ce moment-là. Évidemment. Donc, Achille traîne le corps d'Hector, le rend finalement à Priam, le papa d'Hector. Priam peut enfin faire les derniers soins pour son fils, lui dire au revoir comme il se doit. Il se retrouve du coup sans fils. Il reste plus que Paris, Cassandre et une autre dont j'ai oublié le nom, bon sang. Est-ce que je l'ai noté ? Oui, Polyxème, exactement. Polyxème, du coup, une de ses filles, et il lui reste que ça comme enfant. Il a un petit peu perdu le meilleur guerrier de Troie. Autant vous dire que ça pue un petit peu la défaite du côté des Troyens, hein, malgré l'aide d'Apollon, d'Athéna, non pas d'Athéna, pardon, d'Apollon, d'Artémis et d'Aphrodite, et en face l'aide d'Héra et d'Athéna, évidemment. À ce moment-là, quand Priam négocie le retour du cadavre de son fils, en même temps il dit, tu sais, nous on a une tradition chez les Troyens. Il faut qu'on fasse une trêve de 10 jours pour honorer le défunt. Donc ce serait cool que pendant 10 jours on se tape pas si ça vous va. Achille concède, dit ok, trêve de 10 jours, pas de souci. Il est plutôt sympa, mais il en informe pas du tout tous les autres rois qui sont à cette guerre. Il prend la décision tout seul, ok, on vous attaque pas pendant 10 jours. Bon, d'accord, bon. Mais pendant 10 jours, il y a tous les autres rois grecs qui sont sur la plage. Ça fait 10 putains d'années qu'ils sont là, ils en ont barre. Et donc ils se disent, bon les gars, cette guerre, elle traîne depuis beaucoup trop longtemps. Certes, maintenant on a Achille à nos côtés. Ils ont plus Hector. Mais cette cité reste encore une fois imprenable. On n'arrivera pas à faire tomber Troie et à piquer toutes ses richesses si on ne rentre pas à l'intérieur de Troie. Voilà. Vraiment, les murs sont imprenables. Patrocle avait essayé d'escalader les murs, il était tombé à plusieurs reprises comme un con, bah disait ouais. Pauvre Patrocle, feu Patrocle. C'est terrible. 10 jours après, je te défonce. Comment ça, Shaki? Mais c'est pas gentil de m'écrire ça. Faut leur offrir un giveaway. De quoi? Mais comment ça? Ah oui, c'est ça, oui, 10 jours après, je te défonce. Pardon, Shaki, oui, alors oui. 10 jours plus tard, ils se remettent sur la gueule. Oui, mais 10 jours,
10 jours de trêve, il faut qu'ils trouvent une strate de guerre parce que là, depuis 10 ans, ils se tapent dessus, mais ils n'arrivent pas à parvenir à rentrer dans l'enceinte de la ville. Et s'ils ne peuvent pas rentrer dans la ville, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Du coup, ils cherchent, et puis c'est le très rusé Ulysse, roi d'Ithaque, qui va trouver la solution. La légende raconte que ce serait Athéna, encore et toujours, protectrice des Grecs dans cette guerre, qui va souffler l'idée à Ulysse dans son sommeil. Oui, c'était pas pour toi. Oui, j'ai galéré, Shaki, excuse-moi. C'est les demandes d'Unban qui m'ont matrixé, laisse tomber. Pardon. Donc, à ce moment-là, elle lui insuffle l'idée. Si on trouve un moyen de rentrer à l'intérieur, vous pouvez vous cacher dans un truc, style un cheval. Je dis ça au pif, tu vois. Et le cheval, il rentre. Et voilà. Bon, elle le dit avec des mots un peu plus imagés que ce que je viens de vous dire, évidemment. Donc du coup, Ulysse, le lendemain, il fait « les gars, j'ai une idée. On démonte un peu nos bateaux, mais pas trop, parce qu'il faut quand même qu'on rentre au bout d'un moment. Et puis avec le bois des bateaux, on fait un immense cheval, on se cache à l'intérieur, et puis on fait croire qu'en fait, on a abandonné la guerre, on fait croire un stratagème, et puis avec un peu de chance, ils vont faire rentrer le cheval à l'intérieur. » Oui, mais comment est-ce qu'ils vont faire rentrer le cheval à l'intérieur ? Pourquoi ils feraient rentrer un cheval à l'intérieur ? Pourquoi ils se feraient chier ? Attends, t'inquiète, on va gérer le bail. Bref, pendant 10 jours, cette fameuse trêve qu'Achille avait accordée aux Troyens, à ce moment-là, il y a... les Troyens sortent enfin de l'enceinte pour voir à la fin de la trêve où ça en est. Ils voient plus personne sur la plage, ils voient plus de bateaux. Voilà, parce qu'ils sont allés garer les bateaux un peu plus loin, histoire qu'on voit pas. Bien sûr, le cheval parce que c'était l'animal de Poséidon sur les terres. Oui, c'est ça, Cindy et Princess. Justement, on y revient. Du coup, ils arrivent sur la plage et ils ne voient plus rien, si ce n'est un cheval. Ils se disent, mais merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils commencent à dire, à mon avis, ça doit être une offrande à Poséidon, justement, pour qu'il puisse reprendre la mer dans de bonnes conditions, pour pas offenser les dieux, etc., etc. Ils se posent la question, et là, il y a Cassandre, la fameuse Cassandre, qui est prophète, qui voit tout, mais que personne ne croit. Elle dit, moi, à mon avis, ce truc, ça pue, venez, on le brûle. Évidemment, personne ne l'écoute. Il y a Hélène qui s'approche du cheval et qui murmure le nom de toutes les femmes, de tous les rois qui sont à l'intérieur pour voir s'ils réagissent. Du coup, elle fait « Ah, Pénélope !» Des trucs comme ça, bref, pour voir si le cheval réagit, parce qu'elle se dit peut-être qu'il y a des mecs à l'intérieur et peut-être que ce sont les rois de Grèce. Donc Hélène, elle avait un petit peu senti le truc, mais finalement, ils n'ont pas réagi parce qu'ils sont pas si cons. Heureusement, bon bref, ça aurait pu passer. Non, mais du coup, ils se disent « Bon, on cherche un petit peu. » Et là, ils voient un grec sur la plage. Donc ils disent « Oh, chopez-le, il en reste un ! On va lui demander ce qui s'est passé !» Donc il chope le grec en question. Et le petit grec qui est juste ici, c'est Sinon. Sinon, c'est un gamin qui se fait choper par les Troyens. Et les Troyens, ils disent « Sinon, parle. Sinon, on te tue. » Voilà, donc Sinon, on va finir par l'ouvrir. Et Sinon, ils disent « Non, me tapez pas. Moi, je suis un rescapé. Les Grecs voulaient me buter. » Sinon quoi ? Exactement, les communes. Me tapez pas. Les Grecs voulaient me buter. Parce que du coup, pour traverser la mer, ils ont buté Iphigénie en sacrifice. Donc du coup, ils se sont dit, pour partir, on va aussi refaire un sacrifice. Tiens, on va buter lui, là. Sinon, viens, on va te buter. Du coup, il a dit, non, moi, je me suis échappé. Du coup, et ils ont buté quelqu'un d'autre à ma place. Mais ils se sont dit aussi, pour que Poséidon soit favorable, on va créer un superbe cheval. Comme ça, il nous accordera les bons vents et on pourra rentrer tranquillement à la maison. Et puis surtout, ils ont remercié la déesse Athéna de les avoir laissés en vie jusque-là. Et c'est aussi un hommage à Athéna. Cependant, Athéna, elle a dit, que si jamais vous rentrez ce cheval à l'intérieur de Troie, et que vous érigez un temple à son nom, elle vous protégera et elle vous permettra ensuite d'un jour marcher sur les Grecs comme ils ont marché sur Troie. Donc à ce moment-là, Priam, il a un petit peu des envies de vengeance qui viennent à ses narines, en disant quand même, nous à la base on n'a rien demandé, d'accord ? Les Grecs ils sont juste venus nous faire chier, ça pourrait être cool qu'un jour on se venge. Donc vous savez quoi ? Moi je propose, on rentre le cheval, on fait comme Athéna a dit, on rentre le cheval, on fait un temple à la gloire d'Athéna, et puis après on repart en guerre pour aller leur niquer leur visage un petit peu, d'accord ? Et Flykick, merci pour ton 10e mois. Bonsoir, presque le 1 an, pas trop présent sur le stream pour l'instant, mais je reste un peu comme d'hab. Merci Flykick, c'est adorable. Bonjour Evil Dead aussi, qui nous rejoint. Sinon ça va parler, car il en avait marre des blagues sur son nom. C'est un petit peu ça. Voilà, Romary. Bref. Donc à ce moment-là, Priam il dit, ok, let's go, on fait rentrer le cheval de Troie à l'intérieur de la cité, et ça va être chouette. Et merci Evil Dead qui a pris 5 subs, c'est trop gentil.
Merci beaucoup, c'est trop cool. Bonjour Belay. Mon nom est personne. On y viendra plus tard, Mister Vendesday. On y viendra plus tard. Et voilà. En plus, avec les 46 ans et 3 gosses, je crois que j'ai que ça à faire. Mes gamines auront l'âge de Clara et non, c'est tout. 2. Ah, j'ai sauté une ligne là, c'est terrible. Merci encore à Villette pour les 5 subs. C'est adorable. Donc du coup, il fait rentrer le cheval à l'intérieur de Troie. Troie est en liesse. Troie se dit cool, c'est la fin de la guerre. Les Grecs sont rentrés chez eux, c'est trop bien. On est sains et saufs. En même temps, ils sont un petit peu soulagés parce que ça fait 10 ans qu'il y a des putains de Grecs qui sont autour de leur mur et qui sont complètement enragés. Bref, arrive le moment de la nuit. Sinon, du coup, qui s'est fait recueillir par les Troyens en pleine nuit, arrive, donne un petit coup dans le cheval et dit c'est bon, tout le monde dort. Souquez les Artémuses, sortez et puis on fait la watifolaille dans toute la ville et on brûle tout le monde. Allez, c'est parti. Donc là, à ce moment-là, tout le monde sort. Paf, sort du cheval de Troie. Tous les rois sont là. Il y a Achille, il y a Ulysse, il y a Agamemnon, il y a Ménélas. Tout le monde sort à ce moment-là. Merci Noob Hunter pour ton prime, c'est adorable. Merci beaucoup. Je me suis fait vacciner aujourd'hui, là je suis en PLS. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, Fleckik. Je t'envoie mon soutien, évidemment. Go la bamboche, exactement, Shaki. Go la bamboche, on va brûler absolument toute la ville. Et ça va être cool. Bien. Donc à ce moment-là, ils sortent tous du cheval de Troie. Et bah là, c'est là un petit peu la débandade. Hein. Il se dit, allez, on viole les femmes, on brûle les temples, on se fait plaisir, on pille tout, puisque de toute façon, ça fait 10 ans qu'on attend ce moment. Et que Agamemnon il nous a dit, ouais, on va prendre Troie parce que Troie, elle est vachement riche et tout. Genre, c'est trop bien. Bref. Donc c'est vraiment la merde. Et à ce moment-là, c'est la totale débandade. Vraiment, il n'y a plus aucune... Il y a plus aucune... comment dire ? Il n'y a plus aucun respect, ni plus ni moins, là, c'est terrible. Quel plaisir de tomber sur l'Iliade sur ton stream, merci Noob, c'est adorable. Et donc à ce moment-là, il y a une gamine qui court pour essayer de sauver sa vie. Cette gamine, c'est une des filles de Priam, évidemment, puisque c'est Polyxène qui est là, et puis elle se fait attraper par des Grecs qui s'apprêtent à la violenter, hein, un peu plus que ça d'ailleurs. Puis il y a Achille qui arrive, qui dit par contre les gars, on n'est pas des sauvages. Non, on va pas faire ça. Donc il vient au secours de la pauvre Troyenne complètement en pleurs. Et au moment où il la secourt finalement, il se dit mais c'est fou, il a une vision comme ça. Il la voit, elle et lui, heureux sur une plage avec des gosses. Et là il comprend qu'en fait, s'il n'était pas parti à la guerre, bah il serait pas connu, il n'aurait jamais été un héros comme il est actuellement, son nom serait oublié. Mais qu'en fait... mais il aurait peut-être pu avoir une vie super heureuse avec une fille qui ressemble à Polyxène et ça aurait pu être génial. Voilà, et donc dans ce moment d'égarement où il tient Polyxène dans ses bras, il la regarde et il se dit en fait, est-ce que j'ai pas fait un choix de merde moi à partir pour cette guerre alors que j'en avais pas grand chose à faire si ce n'est pour l'honneur et la gloire finalement. Et donc pendant ce moment d'égarement, il y a Paris, le petit con de Paris qui arrive. Sacré talent d'Achille, exactement. De ce bois céleste. Là, il y a le petit con de Paris qui arrive, voilà, derrière, qui voit le bâtard d'Achille qui a buté son pauvre frère et qui l'a traîné partout devant les remparts de Troie. Et il se dit, ok, là, je vais le descendre. Il a ma sœur entre les mains, il a buté mon frère. Toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Pour une fois, Paris se fait pousser ses couilles, finalement. Et donc, Paris, hop, prend une flèche dans son carquois, commence à tirer et se dit... c'est parfait, je vais lui tirer une flèche dans le dos, il va mourir sur le coup. Sauf que comme d'hab, les Troyens, ils ont l'aide des deux meilleurs archers de toute l'Olympe, à savoir Artémis et Apollon. Bah là, en l'occurrence, Apollon, finalement. Apollon, il est derrière Paris. Et au dernier moment, Paris va décocher sa flèche. Au dernier moment, il fait comme ça. Il dévie le tir. Et le tir va se planter dans le talon d'Achille. Et là, Paris se dit « Merde, j'ai loupé mon coup !» Et là, Apollon, il fait yes, il a tiré là où il fallait tirer. Parce que Apollon était dans la confidence. Il savait, c'était un dieu. Il savait que Achille, quand il avait été petit, il avait été trempé par sa maman Thétis dans le Styx comme ça, et qu'elle le tenait par le talon, et que le seul endroit vulnérable du corps d'Achille, c'était son talon. C'était vraiment ça. Mais oui. C'était incroyable. C'est l'histoire du film, ça. Mais l'histoire, le film, il est sur certains points, il est fidèle à l'Iliade. Heureusement, bah ils ont... Parce
c'était autre chose, bah c'était pas bon. Non, dans le film, il tient Briseis dans les bras. Briseis, ça fait longtemps que plus personne s'en fout là, dans l'Iliade. Là, c'est une autre qui tient dans les bras. Bref. Donc à ce moment-là, Apollon est tout content. Il dit yes, on a pu tirer comme il faut. Paris, il comprend toujours pas ce con. Il fait merde, j'ai loupé mon tir. Non, t'as raison. Et donc là, à ce moment-là, Achille tombe de douleur. Cette mort horrible, what face. Non, mais vraiment, c'est la mort la plus nulle, quoi. Il meurt d'une flèche dans le talon. Bon, bref, c'est terrible. Donc le pauvre Achille va nous quitter à ce moment-là. ce qui est un petit peu horrible. Voilà. Il va y avoir un héros grec qui va arriver à ce moment-là, qui va voir la scène et qui va décider de se venger, puisqu'il va dire bon bah là on est un petit peu en train de perdre Achille, on va potentiellement buter ce petit con de Paris, c'est aussi à cause de lui qu'on a eu toute cette merde, forcément. Donc du coup, et il y a Philoctète qui va sortir de derrière un buisson. Bon, ça je sais pas, hein, je l'invente le buisson, j'en ai aucune idée. Mais qui se dit oh si je butais Paris. Du coup il lui assène des coups mortels à ce pauvre Paris. Enfin pauvre pas vraiment finalement. Rip Achille parti trop tôt, un petit peu oui. Il est mort jeune hein, pour le coup. Top 10 des morts improbables exactement, tranquille. Et donc du coup Philoctète va un petit peu goumer Paris finalement. Paris va réussir à s'échapper malgré ses blessures, va se réfugier sur le mont Ida, le fameux mont où la toute première fois les déesses sont venues lui demander la pomme d'or. Toute l'histoire c'est qu'il est la plus belle et tout. Il remonte sur ce mont là et sur ce mont, à moitié en train d'agoniser avec ses blessures de partout, il voit qui? Il voit son ancienne promise. Oui, parce qu'avant Hélène il avait une promise, c'était un prince, donc du coup il avait sa petite promise et il voit, et c'était Eunon. Il voit Eunon. Et à l'article de la mort, Paris voit Eunon et lui dit Eunon, je t'en supplie, je suis en train de mourir. Aide-moi, sauve-moi. Aide-moi à panser mes blessures. Et là, évidemment, Eunon va dire ben non, mon gros bâtard, c'est de ta faute s'il y a eu toute cette guerre. Est-ce que t'as bien conscience que c'est à cause de toi si tu as porté la ruine, non seulement à ton peuple, mais aussi aux Grecs, que tu as déchaîné le courroux des déesses, puis le courroux des dieux. Donc en fait, crève la gueule ouverte. Et en plus, tout ça pour une gonze alors que t'étais potentiellement mon fiancé. Mais va crever. Non, vraiment, il a aucune gêne, le gosse, hein. Non, mais retournez voir son ex pour lui dire « Sauve-moi, PTDR » après avoir mis le sbeul dans toute l'histoire. Il a quand même pas... Il n'a pas de race, ce gamin. Vraiment. Elle a dit ça texto, bah non, mon gros bâtard. Elle a vraiment dit ça. Elle lui a fait le meilleur chais de toute l'histoire de l'Iliade. Le bon fameux chais. Voilà, vraiment c'est terrible. Donc il va un petit peu crever. Mais c'est un petit peu de sa faute finalement. Il va demander à son ex. Quel toxique. Non mais je te jure, c'est pas une copine quoi. Ce mec n'a pas de race. Non mais c'est terrible. C'est terrible. Donc à ce moment-là, fini la guerre de Troie. C'est la fin de la guerre là, c'est terminé, les Grecs ont gagné, ils sont rentrés dans la cité de Troie, ils ont tout pillé, tout brûlé, ils ont mis à sac l'entièreté de Troie, et c'est terrible, d'où le known de maintenant. Known, ça vient de known, mon dieu. C'est terrible. Ça part en harcèlement de son ex. Super Paris. Bravo Paris hein. Paris. Bah non mais vraiment bien. Hélène est morte. C'est une très très bonne question. Alors je crois que Hélène n'est pas morte, qu'elle va être ramenée en tant que butin de guerre, un petit peu comme Andromaque. Elle va être remariée en Grèce. On va taper. Je veux être sûre pour pas vous dire de bêtises. Mort Hélène de Troie. Parce qu'avant c'était Hélène de Sparte. Le culot du mec. Non mais il a vraiment aucune race. Après la mort de Ménélas, fait chasser de Sparte. Comment se termine la guerre de Troie? Non, j'ai pas ma réponse parce que Metsovu, non, elle meurt pas. Ménélas la reprend. Ok, Ménélas la reprend. D'accord, ok. Ça marche. Ménélas ramène Hélène à Sparte, elle devient reine. Ok, elle redevient reine. D'accord. Plutôt considérons le Ménélas en question parce que elle a un petit peu foutu la merde Hélène quand même. Bon ok d'accord. Voilà. Les derniers Troyens sont partis en actuelle Italie. D'accord, donc c'est très intéressant de le savoir. Bref, donc du coup, là c'est un petit peu la fin de la guerre. Maintenant, les Grecs, c'est bon, ils ont mis à sac l'entièreté de la ville. Ils peuvent enfin repartir, évidemment. Mais ils sont tous un petit peu déçus. Parce qu'en fait, il n'y a pas tant de richesse que ça à Troie. Ça fait plus de 10 ans que Agamemnon les appâte dans cette guerre en leur disant « Ouais, si on chope Troie, on va être méga riche, parce qu'il y a plein d'or et tout dans la cité. » Bah, pas tant.
En fait, pas tant, il n'y a pas grand-chose. En plus, ils sont tellement que du coup, le maigre butin, ils doivent se le partager. Du coup, ils sont un peu en mode putain, on s'est tapé 10 ans de guerre, mais pour ça, c'est pas top quoi. C'est pas terrible. Donc, ils sont un petit peu vénères finalement. Donc, les Grecs vont rentrer. Enfin, pas tous. et là, ça va être un petit peu le sbeul. Surtout pour évidemment, pour Ulysse. Puisque Ulysse, avant de partir à la guerre, il avait eu cette prophétie qui lui disait si jamais tu quittes Ithaque, tu ne reverras jamais ton chez-toi avant 20 ans. Et là, on vient de se faire 10 ans de guerre. Donc il lui reste 10 ans, selon la prophétie. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant 10 ans ? Où est-ce qu'il va aller ? Eh bien, c'est l'Odyssée, mes amis. Et là, on se dirige, on enchaîne sur l'Odyssée. L'Odyssée donc d'Ulysse. Qu'est-ce qui va se passer pour Ulysse à ce moment-là ? Les aventures d'Ulysse, exactement. Rige, exactement, Tibi. Un peu chafouin les Grécos. Ils sont un peu deg, hein, on va pas se mentir. Ils sont depuis en 10 ans de guerre pour un petit butin assez pété. C'est pas terrible. Donc, tous les Grecs repartent, finalement. Tous, non, sauf un village non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Non, bref. Pendant ce temps, en Ithaque, ça fait un peu 10 ans que sa femme Pénélope l'attend et que son fils Télémaque a bien grandi. Et que là, ils attendent quoi. Ça fait longtemps. Ils ont eu des échos comme quoi la guerre serait potentiellement finie. Donc ils attendent le retour d'Ulysse. Et puis Ulysse il vient pas. Ulysse il est un petit peu long. Et puis du coup il y a tous les gars d'Ithaque. Surtout les proches conseillers du roi Ulysse. Ils sont tous là. Ils sont en mode Ulysse il n'est pas encore rentré. Ce serait peut-être bien qu'il y en ait un d'entre nous qui épouse Pénélope. Qui monte sur le trône. Parce qu'on va pas se mentir que non seulement l'Ithaque est une très belle région, une région plutôt riche, et puis Pénélope, elle est pas dégueu non plus, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, faut qu'elle se remarie, elle a qu'un fils. Moi, je veux dire, faut qu'on fasse ça pour l'Ithaque. On va le faire de manière très très altruiste, évidemment. On va essayer de pécho Pénélope, oui, pendant que son mari est potentiellement décédé quelque part. Voilà. Donc du coup, il y a une espèce de conciliabule au niveau des hauts, des oligarques d'Ithaque, qui se disent, ok, qui est-ce qui pécho ? Pénélope. Pénélope, elle fait, attendez, on pourrait peut-être me demander mon avis. Ils disent, non, t'es une femme, tu la fermes. Oui, évidemment. Et puis, il est pas rentré. Il est pas rentré. Voilà. Du coup, Télémaque, il est un petit peu en stress. Et il se dit, non, vous savez quoi, moi, mon daron, c'est le meilleur des darons. Même si j'ai grandi sans lui, c'est le meilleur des darons. Je vais aller me renseigner, je vais aller le chercher. Il est forcément quelque part. Je vais voir ce qui se passe. Voilà. On les appelle plus souvent les prétendants, les aristocrates d'Ithaque qui courtisent Pénélope. D'accord, ok. Balance ton grec. Exactement, Ratax. À ce moment-là, au niveau de l'Olympe, depuis la fin de la guerre de Troie, il y a Apollon, Artémis, Aphrodite, Arès. Ils se sont tous barrés. On ne sait pas où ils sont passés. Zeus, il se retrouve avec un royaume complètement déchiré. Il est fou de rage contre Héra parce que c'est un petit peu elle qui a un peu engrainé toute la merde autour de cette guerre, qui a un petit peu divisé les dieux finalement. Il est un petit peu fou de rage contre tout ça. Et puis c'est vraiment le sbeul là à l'Olympe. Il faut réparer les pots cassés. Et Zeus, il est vraiment pas content. Mais Athéna, elle dit oui, mais tu vois, je pense qu'il faut qu'on compte sur quelqu'un pour nous ressouder, tu vois, quelqu'un qui répondra la bonne parole. Voilà, ça serait bien. Et moi, je pense que Ulysse, ça peut être le genre de mec qui répond la bonne parole. Parce que Athéna adore Ulysse, parce qu'elle le trouve très très ingénieux dans l'art de la guerre. Et ça, c'est pas pour déplaire à la déesse finalement de l'art militaire et de la stratégie. Elle dit, à mon avis, Ulysse, ça pourrait être un peu le prophète des dieux, tu vois. Genre, il pourrait dire, ouais, les dieux, ils nous ont grave aidés, ils sont super gentils et tout. C'était sans compter sur une maladie qui a frappé Ulysse dès son départ, finalement. À partir du moment où il a quitté Troie, Ulysse il est pris d'un mal, mais vraiment il est pris d'une maladie sur son bateau. Et puis Zeus, ça lui a pas échappé, bizarrement. Il est atteint de cette horrible maladie que redoutent tous les dieux, à savoir l'athéisme. Ulysse a les symptômes de l'athéisme, vous voyez ? Ulysse il commence à plus du tout croire dans les dieux. Et ça plaît pas du tout à Zeus. Il se dit, putain, s'il y a un gars comme lui qui commence à affecter les autres par l'athéisme, nous on n'existe plus, tu vois, parce que nous on est les dieux, et on ne vit que parce que les gens nous vénèrent. Mais s'il y a Ulysse qui répand sa maladie contagieuse de merde,
on est tous dans la sauce, tu vois, donc c'est peut-être pas le meilleur messager des dieux, Ulysse, finalement. On va peut-être le faire couler, finalement, ce petit con-là, avant qu'il emporte tout son équipage dans l'athéisme, là, cette maladie chelou dont on veut pas. Donc on va le couler. Athéna, elle dit, non, attends, justement, si on l'aide, et bah du coup, il va voir qu'en fait, les dieux, ils sont grave utiles, et moi, je suis sûre qu'on peut l'aider, qu'il va recroire en nous, et vraiment, pour le coup, Athéna, elle se défonce pour Ulysse. Vraiment, elle veut prouver à son père qu'Ulysse, un jour, il aura à nouveau foi dans les dieux. Vraiment. C'est un truc de fou. Athéisme comique en Grèce antique. Potentiellement, elle est partie. Potentiellement. Il est con en même temps, Ulysse, c'est quand même grâce à Héra qu'il a gagné ce crétin. Non mais c'est grâce à Héra, c'est grâce à Athéna, c'est grâce à plein de dieux, vraiment. Genre, mais vraiment, tu sais, Ulysse, c'est un peu le bâtard qui s'est fait aider tout au long et qui dit « Non mais moi j'ai réussi tout seul !» Voilà, ben, petit con va. C'est pour ça que Zeus se dit « Petit con va !» Alors qu'Athéna, elle continue à être gentille et dire « Non, écoute, on va vraiment l'aider. » Voilà, donc à ce moment-là, en même temps, en Ithaque, il y a... Télémaque se dit, bon allez, ça s'y fut, moi je pars à la recherche de mon papa, il faut impérativement qu'on le ramène. Moi je suis sûre que mon père il est encore en vie, c'est pas parce qu'il y a d'autres rois qui sont rentrés que mon père il va pas rentrer un moment, d'accord? Donc il se dit, bon je vais aller voir d'autres rois, peut-être qu'ils auront des nouvelles de notre ami Ulysse. À ce moment-là, ils se rend à Sparte, donc chez Ménélas, et chez Hélène du coup, puisque apparemment il a ramené Hélène, j'avais complètement zappé... ce pan-là. Donc il ramène Hélène, et donc tout le monde a envie de la tuer. Non, je déconne, ça je sais pas, il y a que moi. Télémaque, ça s'y fut, je chope ma daronne et c'est moi le roi. Non, c'est pas le type. Non. Mon Dieu. Donc du coup, il va voir Ménélas, parce qu'il sait que Ménélas est rentré de la guerre. Donc il se dit, bah, peut-être que Ménélas, il sait où est mon daron, tu vois. Donc du coup, il va à Sparte. Télémaque, il fait, yo, Ménélas, t'as vu, ça va et tout, je te claque la bise. Oh putain, t'as grandi, gamin, quand je t'ai quitté, t'étais encore un petit chiard, là, qui hurlait partout. Non, mais t'as vu, maintenant, je suis un beau jeune homme, je suis grand. Je cherche mon père. Sais-tu où est-ce qu'il est? Il dit, bah non, t'es con ou quoi? J'étais sur un autre bateau. Moi, comment tu veux que je sache où est ton père? Il fait, non, je te pétais d'air, non, je déconne. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Du coup, il écoute le récit de Ménélas. Et il dit, raconte, il dit, écoute, moi, tu vois, on est parti de Troie, c'était compliqué, il n'y avait pas de thunes, en fait, à Troie. Du coup, avec moi, mes soldats, on s'est dit, venez les gars, on va piller une île, parce que là, on est un peu chafouin d'avoir rien trouvé sur Troie, donc on va aller chercher des trésors un peu partout, tant qu'à faire, on pille une île au passage, puis après, on rentre. C'est ce qu'ils se disent. Du coup, ils vont piller une île. Ça va être un peu la grosse débandade, sauf qu'au moment de repartir, il n'y a pas un pet de vent, quoi. Il y a rien. C'est tout calme. Oui, mais tu peux pas naviguer si le vent n'est pas favorable, tu peux pas repartir. Du coup, Ménélas, il se retrouve un petit peu con finalement, avec tout son butin et avec aucun moyen de le ramener, parce qu'il se dit, mais en fait, je peux pas partir de cette île parce que je suis un petit peu coincé. Et c'est un petit peu la merde. Il a très envie de rentrer. Et puis surtout, après avoir pillé un peu l'île, il commence à manquer de vivres. Donc ils vont pas tarder à crever de faim avec tout leur or, ce qui est un petit peu dommage, finalement, ce qui est un petit peu bête. Finalement, à ce moment-là, ils voient une déesse apparaître qui sort des flots, qui s'appelle Idotée. Elle commence à avoir Idotée, elle a un petit peu pitié finalement de Ménélas. Je vais y arriver. Hein. Et de ces hommes, il y avait Denis Brognard à l'époque. Bien sûr, Denis Brognard a fait la guerre de Troie, évidemment. Voilà, évidemment. Quand il a fini, il finit quand même par pécho sa daronne et zigouiller son daron. Et ça, c'est Oedipe. Oui, bien sûr. Bref. Donc, elle sort des flots, elle fait du rap. Exactement, Matt Deville. Donc là, elle lâche un flot devant Ménélas. Non, en gros, elle a pitié d'eux. Voilà. Honnêtement, elle a pitié d'eux. Elle dit, écoutez, moi, je sais pourquoi vous n'avez pas les vents qui vous sont favorables. Mon daron, il sait. Voilà. Mon daron, il pourra vous aider. Mon père est un dieu, évidemment. Elle commence à dire, ouais, mon père est un dieu. Elle commence un peu à se la péter, la gamine. Mais elle est gentille quand même parce qu'elle les aide. Elle dit, mon père est un dieu. Si vous le chopez, à mon avis, il pourra vous expliquer ce qui se passe et peut-être que ça pourra vous aider à repartir. Du coup, il dit, ok, c'est qui ton daron? Écoute, mon daron, c'est Proté. Voilà, c'est un dieu, heureusement que je l'ai noté parce que je n'aurais jamais retenu. C'est le dieu Proté, c'est le fils de Poséidon. Et de temps en temps, il apparaît, là, comme ça. Il est assez dur à choper, mais si vous arrivez à le choper et à le faire parler, peut-être que ça pourra vous aider. Donc il dit, ok, merci Idotée, on va essayer de choper Proté. Voilà. Donc un matin, ils arrivent à choper Proté.
Proté se débat, il se change, il se transforme en lion, en sanglier, en tout un tas de trucs un peu chelous pour essayer de se débattre. Mais Ménélas, il est quand même assez tanky. Du coup, il chope Proté. Fils de Poséidon, Proté, non. Bah, c'est ce que dit l'Odyssée, du coup. Encore une fois, après... comment dire, c'est ce que dit l'Odyssée. Après, encore une fois, les mythes, il y en a plein qui sont différents. C'est une mythologie. Par exemple, dans l'Iliade, Aphrodite, c'est la fille de Zeus, alors que dans un autre récit, c'est la fille d'Uranos. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'être condescendant. Instoppable, c'est pas grave. Bref, pourtant il faut écouter les disclaimers quand je les fais au début. Bref, c'est pas grave. Donc, à ce moment-là, les versions divergent, évidemment. Donc à ce moment-là, Proté arrive finalement à se faire choper, finalement. Et donc, Proté, du coup, finit par leur dire, écoutez, moi je sais pourquoi vous ne pouvez pas rentrer, vous avez un petit peu trop offensé les dieux. Voilà. Poséidon est un peu en colère contre vous. Il n'y a pas que Poséidon, il y a Zeus aussi, qui est encore vraiment en colère. Voilà, là c'est un petit peu la loose. À mon avis, ici, vous permettez d'avoir les dieux en votre faveur, vous allez peut-être réussir à repartir, finalement. Donc c'est un petit peu un conseil de merde de vous à moi. Parce qu'on s'en doutait un petit peu que les dieux étaient contre eux s'il n'y avait pas de vent. Voilà. Vous pouvez répéter, madame. Tu as pris des notes, franco-algérienne? Mon dieu, c'est le bordel la mythologie grecque, pas mal de variations selon les lieux et les âges. Bien sûr, tout à fait, mais c'est pas faute de le dire à chaque fois que je vous raconte un récit mythologique. Donc, du tout, oh my god. Ok, l'instoppable. Voilà, apparemment tu es instoppable. Dis-nous, raconte-nous l'histoire de l'Odyssée, on t'écoute. Vas-y, n'hésite pas à me reprendre. Voilà. Voilà, je t'écoute. Voilà. Parce qu'apparemment tu as l'air choqué, Du tout, oh my god, mon dieu. C'est terrible. Désolée, j'interviens plus. Non, mais moi, ça m'intéresse. Parce que si t'as une autre version, bah, je veux la savoir. Parce que moi, ça m'intéresse. Voilà. J'ai oublié ma trousse. Oh merde. Bah, demande un stylo à ton voisin. Franco-algérien. Coucou, ma bête. Bref. Donc, à ce moment-là, Proté lui dit ça sent le ban du futur. Non, mais c'est pas le ban, mais c'est simplement qu'il n'y a aucune raison d'être condescendant, en sachant qu'il y a plein de versions en fait des mythes, c'est le principe de la mythologie. Mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Voilà. Sur la fiche Wikipédia de Proté, c'est bien marqué Père égale Poséidon. Oui, non, mais bien sûr, mais encore une fois, les dieux, l'affiliation des dieux en tant que parents, ça dépend des mythes, ça dépend des récits. Encore une fois, Aphrodite. Dans l'Iliade, c'est la fille de Zeus, alors que normalement, dans plein d'autres récits, c'est la fille d'Uranos. Elle peut pas avoir deux pères, sauf si les deux pères sont homosexuels, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc ça sert à rien, encore une fois, cette condescendance d'instoppable. Mais si tu as une autre version, moi je suis tout à fait prête à l'écouter, sans condescendance cette fois-ci, s'il te plaît. Bob le Gob, coucou! Cette jeune fille a raison, Proté c'est le fils de Poséidon, c'est le gardien des phoques, il a le pouvoir de prophétie et de métamorphose, donc silence et écoute. Merci Bob, c'est très gentil. Bref, ça dépend, on a bien Georges de notre côté. Oui c'est vrai, de notre côté on a Georges, effectivement. Ortix, très belle ref. Bref, donc, on en vient donc du coup à Proté, donc fils de Poséidon, sauf pour l'instoppable qui ne veut pas nous dire pourquoi, mais qui aime être... quand même choqué. Bref, donc du coup, Proté lui dit, à mon avis, donc tu as mis en colère Zeus et tu as mis en colère Poséidon. À mon avis, si tu fais un truc pour pouvoir mettre les dieux en ta faveur, peut-être que tu pourras t'en sortir. Voilà. Donc à ce moment-là, comment dire, Ménélas, ok, se dit, bon bah très bien. On va faire des prières aux dieux, on va faire des petits sacrifices et puis on va pouvoir rentrer. Sauf que Proté lui dit autre chose. Proté, comme il a l'air d'avoir le don de prophétie finalement, Ménélas lui permet de lui poser la question. Il fait écoute, moi je suis coincé sur mon île de mer là, heureusement que tu viens m'aider. Est-ce que tu sais où sont les autres? Est-ce que tu sais où sont mes poteaux finalement de la guerre et est-ce qu'ils vont bien finalement? Et là Proté lui dit alors il y en a un qui est mort et il y en a un qui est perdu en mer. Voilà. Donc à ce moment-là, Télémaque il écoute ce récit, il est pendu aux lèvres de Ménélas et là il se dit oh putain, mon dieu, dites-moi que celui qui est mort c'est pas mon daron, je vous en supplie. Alors du coup, il lui arrache la chemise en mode « Alors c'est qui est mort ?» Parce qu'il, pauvre Télémaque, il a un petit peu marre d'écouter Ménélas parler. Il a envie de savoir où est son daron, tu vois. À ce moment-là, Ménélas lui dit « Calme-toi l'enfant. Tout va bien, c'est Agamemnon qui est mort. » Oh bah ça va, on s'en fout d'Agamemnon. Non, il dit pas ça, mais il dit « Donc du coup, je présume que si c'est Agamemnon qui est mort, celui qui est perdu en mer, c'est Ulysse. »
à savoir mon papa. Il nous dit oui. Il dit mais attends, mais comment il est mort, Ménélas? Et bah c'est terrible. Ménélas, du coup, Ménélas va lui raconter que Agamemnon, le pauvre, il a une mort de merde. C'est vraiment terrible. Le grand Agamemnon, le roi des rois de Grèce, le roi qui a réussi, bon, grâce à Ulysse, ça va pas tout seul évidemment, à conquérir Troie, qui a réussi à mettre à genoux toutes les cités grecques, il va rentrer chez lui. Et puis en même temps, c'est pas que je veux chercher une excuse à sa femme, mais enfin 10 ans. Bon, bah c'est bon. 10 ans. Bon, elle s'est un petit peu fait charreau par son cousin. Voilà, le cousin de Ménélas, pas le sien. Bon, quand bien même après l'inceste au temps des Grecs, bon, on s'en fout. Voilà, Agamemnon il est à la guerre. Sa femme, la femme d'Agamemnon, elle est un petit peu, voilà, elle s'emmerde un peu. J'ai oublié le nom de sa femme. Attendez, je crois que je l'ai noté. Clytemnestre. Je l'ai bien noté. C'est vraiment un prénom, ça. Je crois, femme d'Agamemnon. J'ai jamais retenu un nom pareil. Hein. Clytemnestre. Merci, Metsovu. C'est ça. Oh là là, c'est terrible de s'appeler. Avec un T. Clytemnestre. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Bref, donc du coup, la pauvre Clytemnestre, au bout de 10 ans, s'emmerde un petit peu, se fait un peu charreau par le cousin d'Agamemnon qui lui dit bah tu sais quoi, bon Agamemnon il est à la guerre, bon en vrai on sait même pas s'il va rentrer un jour, viens on fait des parties Scrabble toi et moi. Du coup Clytemnestre elle dit ok, de toute façon mon mari c'est un gros bâtard parce qu'il a buté notre fille préférée pour pouvoir partir en guerre, donc finalement chez à lui, voilà, il avait qu'à pas tuer Iphigénie, je l'aurais peut-être pas trompé, voilà, ça, on n'en sait rien mais bon quand même elle dit oui, je vais le faire cocu genre bien ça comme vénère parce qu'il a buté ma fille Iphigénie, pas de souce, ok. Donc Clytemnestre elle est super contente, sauf au moment où Agamemnon se pointe en disant coucou chérie j'ai gagné la guerre, elle fait ah merde j'avais pas prévu que tu reviennes, zut, du coup elle organise un stratagème et finalement elle va réussir à buter avec l'aide de son amant du coup le pauvre Agamemnon. Il vient juste de rentrer, il se dit putain ça y est je vais enfin pouvoir me reposer, ça fait 10 ans que j'attends ce moment et puis il meurt comme une merde, voilà, ni plus ni moins, il se fait buter par sa femme et son amant. C'est un petit peu triste, voilà, bon bah c'est comme ça hein. Voilà, c'est tout. c'est terrible. Dans son bain, je crois que c'est dans son bain, il me semble. Attendez, oui c'est dans son bain qu'il meurt ou pas? Je crois, non? De toute façon, mon mari est nul, il fait pas de mots qu'on double. Scrabble. Non mais elle est un peu vénère quand même, elle avale pas trop le fait qu'il ait buté Iphigénie quand même pour partir à la guerre. Bon en même temps, quel genre de père tue sa fille pour partir à la guerre, pour tuer encore plus de monde, tout ça pour choper un royaume. Bon, ça valait pas vraiment le coup quoi, comme Claude François. Il s'est électrocuté, il y a Zeus qui est arrivé, il a balancé. Pardon, en plein stream hot tub. Eh ben, ceci explique. Pardon, excusez-moi. Suicidé à 36 coups de couteau, exactement, Doggy Mati qui s'est suicidé, évidemment, ni plus ni moins. Mais oui. Bien sûr. Donc, du coup, à ce moment-là, Ménélas, une fois qu'il a fini son récit, Télémaque se dit ok, bon, bah, j'ai ma réponse, mon père est perdu en mer, il faut que je le retrouve. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour le pauvre Ulysse à ce moment-là? Ulysse part de Troie. Un peu saoulé parce que, exactement comme Ménélas, ils sont partis un peu bredouilles, ils ont pas vraiment de thunes. Tous ces guerriers, la d'Ithaque, ils ont un peu la méga dalle parce que du coup, il n'y avait pas grand-chose à Troie. Du coup, ils se disent, pareil que Ménélas, sur le chemin, on va piller une petite île au pif, voilà, on va piller tout ça. Et je vous dis, là, Ulysse, il est vraiment chafouin, il a plus la foi. Personne ne le reconnaît, même pas ses capitaines finalement. Voilà, ses capitaines, je crois que c'est Euryocle, je crois. Il a 2 capitaines qui sont ses bons poteaux, capitaine d'Ulysse. Merde, j'ai pas les noms. Mais si, il y en a un, c'est Polythèse, je crois. Euryloque et l'autre, Poly quelque chose. C'est Euryloque et Polytrucmuche. Mais je l'ai pas. Capitaine d'Ulysse.
Mais j'ai pas l'autre nom, merde. Polyque d'être, un truc dans le genre un peu, oui. Merde, j'ai pas les noms, son compère inconnu. Polycopie. On va l'appeler Polycopie, c'est bien ça. Voilà, Polytruc. Voilà, Polymachin. Polyphème, c'est le cyclope. Non, vraiment. Je sais qu'il y a Polyphème le cyclope. Il y avait Polyxème qui est une princesse de Troie. Il y a beaucoup de Poly dans les Grecs. Mais non, Polyphème, c'est le cyclope, mais lui, il s'appelle Polytruc. Poly quelque chose. Mais je me souviens plus. Polyctète, c'est peut-être ça. Un truc en tête à la fin, mais ça commence par Poly. Mais il y en a plein dans la mythologie qui s'appellent Poly. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je me perds tout le temps. Mais effectivement, Polyphème, c'est le cyclope. Ah, après. Polypocket, c'est très bien, on va l'appeler Polypocket. Allez hop, Polygone, comme vous voulez. Polytruc, voilà. Donc Polytruc et c'était quoi, Eurilocle, l'autre? J'ai oublié. C'est terrible, je vous dis, les prénoms, c'est... en plus, quand ils ont des noms à coucher dehors, c'est terrible. Euriloque, voilà. Euriloque, voilà. Donc Euriloque et Polypocket, donc ces deux capitaines, ils reconnaissent pas du tout l'ami Ulysse qui est sur son bateau. Parce que Ulysse, il a l'air un peu de s'en battre, mais royalement les couilles en fait. Il s'en fout. Ils le reconnaissent pas. Et en fait, c'est parce qu'il est rongé par cette fameuse maladie, l'athéisme. Vous voyez, cette maladie que redoutent les dieux. Et il commence à avoir les premiers symptômes de l'athéisme. Il croit plus trop en rien, il a plus la foi. Il est en mode ouais, bon, bah voilà quoi, la guerre, on a fait la guerre, j'ai perdu la moitié de mes potes. Bon, on n'a pas gagné d'or, on n'a pas gagné de territoire, c'est nul un peu. Voilà, il est complètement désabusé le gars. Du coup, bah Polypocket et Eurytruc, ils se disent... je les respecte archi pas, vraiment. Hein. Je les respecte pas du tout. Bon, les capitaines Polypocket et Eurytruc, ils se disent bon bah on va peut-être piller une île comme ça, on va se stuffer avant de rentrer, ça peut être sympa, allez viens ça va t'aider et tout, ça va être chouette. Bref, donc du coup ils accostent sur une île, puis là bah, tous les marins ils sortent, ils se disent bon allez des bandades, on pille tout, on vole tout, on viole tout, ça va être la fête. Et puis bah Ulysse encore une fois il a l'air complètement désabusé, il s'en fout quoi, vraiment il s'en fout. C'est terrible. Ulysse en mode punk à bateau no future. C'est terrible. Mon Dieu, c'est terrible. Voilà. Et à ce moment-là, toujours dans les dieux, ce débat Athéna et Zeus. Zeus, il dit bon, qu'est-ce qu'on fait de ce gosse qui nous emmerde? Et Athéna, elle dit non, vraiment, faut qu'on l'aide, t'inquiète pas, moi je suis sûre, il va être un super messager. Bon, bref. Donc, ensuite, ils partent de l'île, ils repartent sur une autre île. Puisqu'ils commencent à manquer de vivres finalement, puisque le périple est assez long hein, quand même. Ils vont sur une autre île et ils demandent à 3 de ces gars de garder le bateau et à tous les autres finalement d'aller partir avec lui chercher de la bouffe. Ils trouvent pas grand chose sur l'île, donc ils se disent c'est pas grave, on re-rentre et on va sur une autre île pour retrouver de la bouffe. Au moment où ils rentrent sur ces bateaux, bah, les 3 gars qui devaient garder le bateau ils sont plus là. Ils sont plus là. Ulysse il se dit Osef, non je dis pas du tout ça. Ulysse il se dit non, moi je suis un vrai roi, je pars pas sans mes hommes, il en manque 3, on va les chercher. Finalement ils font un petit peu le tour de l'île et ils vont voir un peuple et à l'issue de ce peuple ils voient les 3 qu'il avait laissés sur pour garder les bateaux et là les 3 ils sont en train de manger un espèce de fruit un petit peu bizarre qui est tout rose et ça s'appelle un espèce de fruit lotus comme ça. Et c'est un fruit magique qui fait que si tu le bouffes, tu oublies tous tes souvenirs. Voilà. Donc du coup, il arrive, il fait bah on vous attendait les gars, qu'est-ce que vous foutez là? Et là ils font bonjour, vous êtes qui? PTDR, t'es qui? Et là il dit bah je suis ton roi en fait, on rentre là, il faut rentrer en Ithaque gars. Puis il faut qu'on fasse une autre île parce qu'il y a rien à bouffer ici. Mais si regarde, il y a des superbes fruits, personne dont j'ignore totalement l'existence. Alors du coup il fait mais attends mais c'est bizarre. Ulysse se pose sincèrement la question de se dire et si je mange ce fruit? Je peux oublier toutes les atrocités que j'ai vues à la guerre. Parce que Ulysse, même s'il est désabusé, bah, il est surtout traumatisé. Bah oui, Ulysse, toutes les nuits, il fait des cauchemars. Toutes les nuits, il voit ses potes mourir. Et il est un petit peu traumatisé de cette guerre, finalement. On tombe sur Alexios, pas encore. Il est un petit peu traumatisé de cette guerre. Et puis, il se dit, bah non, finalement, il se pose sincèrement la question de se dire, et si je croquais dans ce lotus? Finalement, non. Il veut garder ses souvenirs parce qu'il ne veut pas oublier Télémaque et surtout Pénélope. Donc, il décide de repartir en emportant évidemment les gars qui voulaient pas rentrer parce qu'ils savent pas qui c'est. Et donc, à ce moment-là, il se dit bon, c'est pas grave, on va trouver une autre île sur laquelle on va pouvoir accoster et reprendre des vivres. Ils repartent. Voilà. Parfait récit, lol. T'es chiant, non, stoppable. T'es vraiment super chiant là.
T'es condescendant. Vraiment. C'est encore une fois, rien ne t'empêche de faire un stream où tu racontes toi-même l'Odyssée et je l'écouterai avec grand plaisir ta version plutôt que tu viennes faire ton condescendant dans mon chat, c'est tout. Là tu commences vraiment à me saouler. Il a fait trop de maths Ulysse. Putain. Non mais donc du coup il ramène ses gars au bateau et il dit bon on va partir. À ce moment-là, ils repartent, évidemment. Et ils vont sur l'île du Cyclope. Évidemment. Ils vont sur l'île du Cyclope. Ils arrivent sur l'île du Cyclope. C'est les Cyclopes d'ailleurs qui sont, selon cette mythologie-là, les enfants de Poséidon. Dans une autre mythologie, ce sont les enfants de Gaïa, la terre-mère, et d'Uranos, le ciel. Ça va, j'ai dit les deux versions. Merci Wilco pour le 3e mois. C'est adorable. Merci beaucoup. C'est adorable Wilco. Merci beaucoup. Donc à ce moment-là, ils vont accoster sur l'île des Cyclopes. Bon, autant vous dire que l'équipage, il est un petit peu stressé. Hein. Il se dit, mais vous êtes sûr qu'on va accoster sur une île pleine de Cyclopes? Parce qu'ils sont quand même réputés pour être des gens dangereux. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur bail à faire. Oui, sauf que là, il manque vraiment de bouffe. Donc il va falloir en trouver. Parce que sinon, ils vont pas faire la traversée. Ils vont mourir avant. Donc Ulysse, il dit, on n'a pas trop le choix. On descend et on va sur cette île des Cyclopes. LOL plus smiley condescendant. Non mais c'est terrible. Mais bon, c'est pas grave. On répète, vous n'êtes pas obligé du contenu. Vous n'êtes pas otage du contenu. Merci Ortix. Voilà. C'est suspicieux, un Cyclope, ça fait tout le temps des clins d'œil. Elle est bonne. Et donc là, on va arriver sur l'histoire de Polyphème. Et non pas Polytruc comme le... Ah bah tiens, un instoppable, toi qui sais tout, tu dois savoir le nom des capitaines, non? Bah tu peux me les dire du coup. Les capitaines d'Ulysse, que j'ai oublié. Voilà. Donc Polypocket et Eurytruc descendent du bateau. Et je dis bon, allez, on va chercher de la bouffe. Et donc du coup, on va dans la grotte. Enfin, ils trouvent une grotte et ils se disent bon, ça doit forcément être une grotte qui appartient à un cyclope. Je propose qu'on aille voir à l'intérieur. On chope la bouffe et on se casse dardard avant de se faire choper par un cyclope. Parce qu'ils ont peut-être pas forcément très envie d'engager un combat singulier contre un fils de Poséidon ou un fils d'Uranos et de Gaïa, c'est comme vous qui voyez. Voilà, ils ont l'air un petit peu énervés. Ils vont dans la grotte et on va pas se mentir que la grotte, elle est à la taille d'un cyclope. Elle est pour le coup immense, truffée de souterrains, truffée de recoins. Et c'est vraiment la merde. Heureusement, au bout du chemin, ils trouvent de la bouffe. Et là, ils se disent, c'est parfait, on rentre au navire et on se casse. Sauf que Ulysse, il est un petit peu trop curieux. Voilà. Il se dit, ouais, mais attends, moi, j'ai jamais vu de cyclope. Bah, c'est cool. Je peux regarder un cyclope. Ce serait bien. Là, à ce moment-là... ils se disent, t'es sûr de toi Ulysse? Parce que là on a la bouffe, on a tout, on peut rentrer sain et sauf en Ithaque. À mon avis on peut se passer. On peut se passer de ça. Voilà, on peut rentrer maintenant. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer finalement? Bonne question Romaric. Mon dieu. Oh du manger, voilà. Non mais ils sont contents. Les cyclopes fument comme des pompiers. Ah oui? Eh ben, d'accord. Mais non, mais Ulysse, il est vraiment... Il se dit, non, mais moi, j'ai vraiment envie de voir un cyclope. Donc, il s'enfonce dans la grotte. Et là, bah, il va chercher ce qu'il trouve. Hein. Il va tomber sur Polyphème. Polyphème qui fait, mais attendez, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez chez moi? D'abord, je vous ai pas invité à rentrer. Voilà. Et là, Ulysse, il va répondre, pas du tout, lol. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans l'Odyssée. Je déconne. Oui, les cyclopes qui fument, évidemment. Non, à ce moment-là, il dit « Oh, pardon, excusez-moi, bah on rentre du coup. » Et là, Polyphème, il fait « Bah non, en fait, je vais vous manger. » Oui, parce que Polyphème, il est un petit peu agressif, hein, je l'ai pas dit. Mais voilà, il est un peu en mode « Bon, vous venez vous servir dans ma grotte de ma bouffe. Vous n'avez rien à foutre là. Bah du coup, je vais vous manger parce que je suis un petit peu agressif. » Voilà, il le dit gentiment comme ça. Donc c'est passif-agressif, finalement. Donc, en fait, non. Non, c'est ça, c'est la D. Ça fait beaucoup de cyclope-clope, exactement. Du coup, Polyphème dit bah non, bah je vais vous manger. Et là, Ulysse dit
c'est la merde. Bah, c'est un peu loose là, on va pas se mentir. Il se dit bah sinon j'engage le combat contre lui. Le problème c'est que c'est quand même un cyclope et que moi j'ai pas bouffé depuis longtemps donc je suis un petit peu faible. Je vais peut-être engager une négociation, ça pourrait être intéressant. Voilà, il se dit on va tenter la ruse. Comme d'hab, Ulysse heureusement il est plutôt rusé. Et il se dit je pourrais l'abattre que si je ruse un petit peu. Donc il dit pardon, excuse-nous, nous on était juste venus prendre de la bouffe. T'inquiète, on s'en va. Ne mange pas, mais si tu veux, nous on a plus à manger sur le bateau, mais on a masse de vin. Donc si tu veux, moi je t'échange du vin. Et puis nous, tu nous laisses partir tranquille. Et puis on te laisse la bouffe aussi si tu veux, mais nous on veut juste partir. Tranquille, je te l'échange contre du vin. Et là le cyclope il fait non mais je m'en fous de ton vin. Il fait attends, c'est un vin mec, vin de qualité supérieure. Tu vas un peu kiffer ta vie, goûte-en un verre, tu m'en dis des nouvelles. Vas-y. Du coup le cyclope Polyphème dit allez, pourquoi pas, on se laisse tenter, tranquille clin d'œil, exactement, Devil il lui fait un petit clin d'œil. Il lui fait un petit clin d'œil, il dit ok, bah écoute, on va boire, on va prendre ça. Et il goûte le vin, il fait mais putain mais t'as raison, le vin est vachement bon quand même. Il dit d'ailleurs c'est quoi ton nom à toi Et Ulysse il dit non mais rebois un coup, je te dis mon nom si tu bois un petit coup. Et ok bon, du coup il reboit un coup. Puis il reboit parce qu'il aime vachement le vin quand même. Puis bah là le Polyphème il commence à être un petit peu bourré, hein, un petit peu bourré. Puis il arrête pas de lui dire mais c'est quoi ton nom? Je veux savoir ton nom. Et puis Ulysse lui répond je te le dis si tu rebois encore une coupe. Allez-y, vraiment faut que je l'achève, hein, vraiment. Polyphème reboit une coupe. Et là il dit bon, un petit peu bourré, il fait hey, tu vas pas m'arnaquer mon temps. Tu me dis ton nom parce que je veux savoir ton nom. Il le dit plus ou moins comme ça. Non. Et là, Ulysse, il dit ah oui, bah mon nom, c'est personne. Voilà. Et là, à ce moment-là, il dit ok. Et personne. Du coup, comme il est gentil, et bah, je vais te manger en dernier. Voilà, je vais d'abord bouffer tous tes potes. Et à la fin, je te mange toi, personne. Parce que je suis gentil. Et la personne, alias Ulysse, répond ah merci, c'est vraiment cool, t'es vachement un bro de ouf, quoi. Bon, Polyphème, il est complètement arraché, hein, on va pas se mentir qu'il a descendu pas mal de barils / de bouteilles. Ça dépend des récits. Ah. Tu mets trop bien les cyclopes bourrés. Non. Donc, il s'est descendu pas mal de vin. Bref, on s'en fout. Bon, il tombe de sommeil. Voilà. Il s'endort. Il est un petit peu trop bu. Il est complètement bourré. À ce moment-là, Ulysse se dit les gars, c'est le moment. On prend un pieu et on l'aveugle. Pratique, c'est un cyclope, il a qu'un œil, il a besoin que d'un pieu. Si on arrive à lui monter dessus et à prendre un pieu et à le planter dans son œil, eh ben on est débarrassé, c'est good. Enfin, on est débarrassé. Au moins, on a un avantage tactique sur lui, c'est déjà ça. Parce que va buter un géant, c'est même plutôt compliqué. À ce moment-là, ils mettent leur plan à exécution. Ils grimpent sur le Polyphème qui est complètement pété. Ils lui pètent l'œil à grands coups de pieu, finalement. Et là, il hurle, bah oui, forcément, il se fait réveiller en se faisant crever un œil. Enfin, en se crevant l'œil, du coup, l'unique œil, il se fait crever l'unique œil. Il hurle, vraiment, à la mort. Du coup, ce qui rameute les autres cyclopes, qui se font réveiller en pleine nuit par le pauvre Polyphème qui hurle à la douleur. Et les autres cyclopes arrivent et mais d'où qui gueule ce con, là? Pourquoi tu cries comme ça? C'est quoi le bail? Et là, il voit le pauvre Polyphème en train de hurler avec la main sur l'œil, comme ça, en train de faire « Ah, putain !» Bon, il dit pas putain, mais bon, imaginons qu'ils disent putain, voilà. Parce que j'ai envie qu'ils disent putain dans ma version. Donc il dit putain, mais j'ai mal, mais c'est pas possible. Et là, mais les cyclopes disent mais c'est qui? Mais qui est-ce qui t'a fait ça? Il fait mais c'est personne. Ah oui, forcément, c'était personne du coup qui lui a fait ça. Et du coup, les autres cyclopes, ils sont en mode mais il est con lui. Mais si c'est personne, pourquoi il nous réveille? Mais si t'es assez con pour te crever un œil tout seul, c'est ton problème, gros, en fait. Arrête de hurler, que tu t'as réveillé toute l'île, là. Mais ferme-la. Du coup, ils se barrent, les autres cyclopes. Ils disent, bon, il est un peu zinzin, on va le laisser tout seul, le Polyphème. Voilà. Il est un peu concon aussi. Il est un petit peu concon, effectivement. Mais il est un peu concon, il est surtout un peu bourré, hein. Donc peut-être qu'il est concon et bourré. Très mauvais combo pour le pauvre Polyphème. C'est pas le tout. Ulysse et ces hommes ont un avantage tactique sur lui. Ça y est, ils ont potentiellement buté Polyphème. Le problème, c'est qu'ils sont toujours coincés dans la grotte. La grotte est immense. La grotte, c'est un putain de labyrinthe. Ils ne trouvent pas leur chemin. Ils disent, mais comment on va faire pour sortir? Parce qu'on a crevé l'œil de Polyphème. Mais maintenant, on va pas lui dire, bah maintenant, tu nous sors de ta grotte. Ça va être compliqué.
Et là, il se dit, ouais, mais attends, Polyphème, tous les jours, il sort de sa grotte. Donc, œil crevé ou pas, il connaît le chemin par cœur pour sortir de la grotte. Autre chose, Polyphème, il a un petit troupeau de brebis, ou de moutons, comme tu veux. Bref, un truc à quatre pattes qui fait baie, voilà. Donc, il a un petit troupeau, et tous les jours, il va les faire paître. Du coup, si on se cache au milieu du troupeau, et qu'on suit le troupeau, on peut trouver la sortie. Et là, on tire un bail pas mal. Là, du coup, tout le monde se dit, ok, on va faire ça. On va se planquer au milieu des moutons. Et quand Polyphème va se réveiller demain matin pour aller les faire paître, eh ben, on va pouvoir partir. Oui, sauf que Polyphème, le lendemain, il décuve, il dessoule, pas si con. Il se dit, à mon avis, les Grecs, ils se sont mis sur les moutons pour se barrer. Ils vont m'avoir comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, Polyphème? Et ben, il touche tout le dos de ses moutons, à tâtons comme ça, oui, parce qu'il voit plus rien, évidemment. Mais il touche tous les moutons. En mode, je suis sûre qu'il y a un grec dessus, là. Il y a un petit grec, là. Non? Bah non. Pas si con, les Grecs. Ils se sont mis sous les moutons. Comme ça. Voilà. Du coup, Polyphème, il tâte tous les moutons. Et il fait, ah non, en fait, il n'y en a pas. Bon, bah, c'est good. Allez, on sort les moutons. Voilà. C'est bon. Hop, Ulysse et ses compagnons sont libres. Qui aurait cru qu'un cosplay de mouton les sauve? Les Grecs se cachent sous les moutons. Sous les moutons. Pas dessus, ils montent pas sur les moutons. Ils se montent pas dessus comme tu montes sur un cheval, quoi. Ils se cachent dessous. Voilà, comme ça, quand Polyphème tâte les moutons, et ben, il tâte pas les Grecs. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu leur technique. Voilà. Donc à ce moment-là, ils retrouvent le chemin, la sortie, le chemin de la grotte. Et ils arrivent enfin à arriver au bateau. À ce moment-là, Polyphème entend que du coup, ce troupeau, il entend ce petit troupeau de moutons qui va dans les champs et dans les pâturages, mais il entend d'autres bruits, genre des bruits de pas, lointains. Et là, il comprend. Il se dit, mais merde, attendez. Là, le bruit que j'entends, là, c'est les gens qui s'en vont. Putain, ils ont trouvé la sortie de la grotte, mais comment c'est possible? Et donc, au moment où il se dit, je vais aller les rattraper, eux, les Grecs, ont déjà pris leurs jambes à leur cou, sont déjà sur le bateau. Et à ce moment-là, Polyphème hurle de douleur en disant, je vous retrouverai, je l'aurai un jour, comme dirait la MAF. Non, pas du tout. Et Ulysse, dans un dernier chai salvateur, lui hurle « Au fait, Polyphème, tu pourras dire à tout le monde que celui qui t'a crevé l'œil, c'est Ulysse. Dis-le bien à ton daron, Poséidon surtout. Voilà, parce que moi, je m'en carre le cul des dieux. Chai !» Voilà. À ce moment-là, bon, Polyphème, il est un petit peu énervé. Comme Ulysse lui crie ça, il arrive, même sans son œil, à repérer à peu près où il est. Il prend une pierre et il lui balance dessus. Heureusement, Ulysse a eu le temps, au dernier moment, de s'extirper et de désamarrer le navire. Je sais pas comment on dit désamarrer un navire, désolé. Et au moment où il se barre, pouf, la pierre tombe à l'endroit même où il y avait le navire. C'est-à-dire que ce con de Polyphème, même sans œil, il savait très bien tirer. Bon. Il est con aussi, Ulysse. Ulysse est con. Ulysse est très très con. Donc Ulysse, tout fier de sa petite ruse, il se dit « Allez, c'est bon, cap solitac, on est tranquille, on est content, on est yam, on est là. » Bref. Il a fait décoller le bateau. Mille certes, exactement. Larguer les amarres. Merci, c'est vrai, on dit larguer les amarres. Donc il largue les amarres. Un peu le melon sur Ulysse, oui, un petit peu. Donc Ulysse se barre. Puis bah, ils reprennent la mer, c'est bon, ils ont eu le temps de piquer des vivres en même temps chez Polyphème, le cyclope. Et puis là, ils voient au loin l'Ithaque, la terre promise. Ça y est, ils voient le rivage de l'Ithaque. C'est génial, ils sont trop contents. Tous les mecs dans le bateau, ils sont en mode putain les gars, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu nos go. On va se mettre archi bien. Dis donc, toi, c'est quoi le premier plat que tu vas bouffer quand tu vas arriver sur l'Ithaque? Oh, je sais pas, moi, à mon avis, je vais me faire un petit domac là des familles, tu vois, ça fait grave longtemps. Et toi, ah bah moi, je vais plutôt me faire ça et tout. Puis au moment où ils sont en train de jubiler de voir Ithaque, il y en a un qui a pas trop kiffé. Qui a pas trop kiffé, bah c'est Poséidon quoi. Bon, il a entendu Poséidon que Ulysse s'était un petit peu foutu de la gueule de son fils au point de lui crever un œil, de manière assez gratuite. Bon, après c'est aussi Polyphème qui était un petit peu agressif finalement, dire bon bah je vais tous vous bouffer. Télé McDonald's, évidemment, casse. Donc vraiment, il voit la côte d'Ithaque au loin, et puis non, là il y a Poséidon qui fait non. Voilà, moi je fais déclencher une tempête parce que vous vous êtes foutu de la gueule de mon fils. Donc vous rentrerez pas maintenant. Non. Ah non. Pas maintenant. Allez. Donc du coup, là il y a une tempête et le bateau s'éloigne.
Du coup, Ulysse qui voyait l'Ithaque au loin, il fait ah bah merde. Ah bah non, c'est pas très chouette du coup. C'est c'est pas génial. Poséidon qui gueule, jamais tu te reviendras de ton voyage, jamais tu retrouveras les tiens, ni ton royaume. Poséidon qui a sorti la Uno Reverse Card au grec. Non mais c'est vraiment ça. Allez hop. Et non, tu vois Ithaque? Et bah t'iras pas en Ithaque. Et non, pas à ce moment-là. Putain, donc du coup il est fait dériver, loin, oh là, loin, oh bah oui parce que c'est Poséidon, hein, donc du coup Poséidon lui dit bah non, non toi je vais mettre bien des bâtons dans les roues comme t'as mis un pieu dans l'œil de mon fils, hein, donc t'inquiète pas. Vraiment, mais ils vont très très loin, ils vont jusque sur la naissance du Nil, c'est vraiment très très loin l'Ithaque, hein, vraiment. C'est terrible, la roue tourne à tourner. Ah putain. Donc ils vont sur une île, voilà. Et cette île, c'est l'île d'Éole, voilà, du dieu des vents. Oui, Éole, le dieu des vents. Donc du coup, Ulysse arrive, il devient grave poteau avec Éole. Ne me demandez pas vraiment pourquoi, ça dépend des versions. Mais bref, Éole, plutôt sympa. Mais moi, ah mais oui, mais toi t'es un héros grec. Ah mais ouais, ah mais viens, allez viens, on va s'enjailler. Donc il kiffe un peu sa vie. En plus il lui raconte un peu ses mésaventures. Ouais, tu sais, Éole, bah moi j'étais à 2 doigts d'arriver en Ithaque. Et puis en fait il y a Poséidon, il m'a ramené là. Éole il dit, ah putain Poséidon quel con. Ouais moi aussi j'ai des vieux bails avec lui. Bon écoute, tu sais quoi, je vais t'aider. Est-ce que tu m'entends Éole? Est-ce que tu me sens Éole? Voilà. Du coup, il arrive sur l'île d'Éole. Et Éole, il l'écoute, il lui dit bon, écoute, tu sais quoi, je vais t'aider, poteau. Moi, je suis le dieu des vents. Donc, même si Poséidon, il fait des tempêtes et tout, moi, je vais te filer un vent qui va beaucoup t'aider pour ta traversée. Je vais te filer le Zéphyr. D'accord? Il dit bah oui, mais c'est gentil, mais il y a plein d'autres vents qui peuvent m'emmerder au cours de ma traversée. Il dit attends, ok, je suis le dieu des vents. Ce que je vais faire, je vais prendre une boîte, je vais enfermer tous les vents chiants dedans, ok? Et tu la maintiens toujours fermée. Comme ça, t'auras que le Zéphyr, et le Zéphyr va gentiment te ramener en Ithaque. Mais tu ouvres pas la boîte, parce que je vais foutre tous les vents chiants dedans, ok? Ulysse dit, ok, merci, poteau, tu gères de ouf, sans toi j'étais perdu. Allez, maintenant on fait la Wati party, on bouffe, on boit, on dort, on baise, et après on reprend la mer pour repartir en Ithaque, cette fois-ci avec le Zéphyr qui va nous aider. Nickel, ça marche ça comme pratique? Eh ben écoute, à partir du moment où ils ont réussi avec Pandore à mettre tous les malheurs du monde dans une boîte, je pense qu'ils peuvent ils peuvent se permettre de mettre tous les vents dans une boîte. Hein. C'est la mythologie, ne pas chercher à comprendre. Non. Bref. Donc du coup, à ce moment-là, il se barre. Ulysse, il est bien content. Mais Ulysse, il a un petit peu grave la pression de cette boîte. Hein. C'est un peu la boîte de Pandore 2. Et on lui a dit, mec, ne l'ouvre pas. J'ai mis tous les vents les plus merdiques dedans. Il faut pas l'ouvrir. Du coup, Ulysse, il est accroché nuit et jour à sa boîte. Et surtout, comme il ne veut pas rentrer en Ithaque, il dit à tous ses matelots, il n'y a que moi qui prends la barre, il n'y a que moi qui touche la barre, vous le reste, vous vous occupez du reste, et moi je reste à la barre, d'accord? Donc il traverse tout, l'île d'Éole jusqu'en Ithaque. Pourquoi ça s'est arrêté? Je fais toujours la musique, voilà. Toute l'île d'Éole juste en Ithaque, et ça prend des jours et des jours et des jours. Et Ulysse toujours avec sa boîte là serrée sous son bras, il se dit putain, faut surtout pas que je l'ouvre. Et puis il est là à la barre et tout, et puis c'est dur, et puis il commence à fatiguer quoi. Genre, vraiment ça fait des jours et des nuits qu'il ne dort pas, Ulysse. Et puis surtout, en fait, il y a tout son équipage qui se disent mais attendez, Ulysse, ça fait quand même des jours. Il pilote, il dort pas, mais surtout, il a une boîte dans les bras. Il y a quoi dans cette boîte? Et là, tout le monde, là, c'est tout l'équipage commence à fantasmer sur le contenu de la boîte. En mode, ouais, à mon avis, il y a un trésor de ouf, il y a un pouvoir de dingue. C'est vraiment la boîte de Pandore 2.0. C'est vraiment ça, vous voyez, mignon. Donc tout le monde commence à fantasmer sur le contenu de cette boîte. En mode, à tous les coups, il a la meilleure part du truc, il veut pas nous la filer. Alors que nous, on s'est fait chier, ça fait 10 ans qu'on est sur la guerre de Troie. Là, en plus, on est coincé. Tout ça parce qu'il dit de la merde des dieux. Bref, l'équipage commence un petit peu à puer la mutinerie. Tu vois, vraiment. Alors que c'est une pauvre boîte à meufs. Mon Dieu, faut faire une pause sur l'aire d'autoroute, Ulysse, enfin. Mais ouais, mais Ulysse, il a peur. Il a peur. Il a peur à juste titre. Parce qu'au bout d'un moment, le pauvre Ulysse, bah, ça fait quand même 8 jours. 8 jours et 9 nuits qu'il conduit. Et ça fait 8 jours et 9 nuits qu'il conduit. Il en a un petit peu marre. Et donc du coup, là,
malheureusement, arrive ce qui arriva. Quand un homme ne dort pas pendant 8 jours et 9 nuits, bon, il finit par sombrer, hein, ni plus ni moins. Il tombe d'épuisement. Il a une journée de rejoindre l'Ithaque. Dernière ligne droite. Vraiment. Des bisous, Codelac. Dernière ligne droite. Vraiment. À ce moment-là, c'est un peu le moment que tous ces connards de mutins attendaient pour lui piquer la boîte. Du coup, à ce moment-là, les mousses, ils font « Eh, c'est bon, Ulysse l'a endormi, venez, on lui pique sa boîte de merde !» C'est qui le con qui va ouvrir la boîte? J'ai pas le nom du dit con, mais c'est tout son équipage qui, d'un commun accord, mais c'était sûr, d'un commun accord, à un jour d'Ithaque, vont ouvrir cette putain de boîte de merde. Évidemment, au moment où ils ouvrent la boîte, y'a quoi dedans? Eh ben, y'a tous les Vendéoles. Eh ben oui. Le petit Zéphyr, là, tout gentil, là, qui soufflait de faire en sorte que le bateau d'Ulysse, il avance plus vite pour aller en Ithaque, et ben, il est plus assez suffisant face à tous ces vents de merde qui se déchaînent. Ils ont hint le marathon. Si près et si loin en même temps. Donc du coup, bah forcément, bah là, Ulysse, il ouvre les yeux et fait « Mais qu'est-ce que vous avez fait, bande de cons? Pourquoi vous avez ouvert cette boîte ?» Bah oui, mais on a glissé, chef. Oh putain, c'est pas possible. Ils sont ramenés chez Éole. Ils sont ramenés chez Éole. Ils doivent tout recommencer à zéro. C'est terrible, 8 jours, 9 nuits, ils doivent recommencer. C'était pour qui la boîte en fait? C'était pour personne, mais c'était simplement pour pouvoir contenir les pires vents pour que la traversée se passe bien. Après, une fois qu'ils sont arrivés, bah, la boîte ils pouvaient l'ouvrir, il y avait des vents sur l'île, on s'en fout, ils sont arrivés à la maison. Mais c'était le temps de la traversée et Éole avait dit tu gardes la boîte fermée. C'est tout. Bref, en boucle, mais c'est vraiment. C'est exactement. Le récit est en boucle. Bref, il revient sur l'île d'Éole. Éole dit mais qu'est-ce que tu fais là, mon con? Éole facepalm en les voyant, exactement Maître des Villes. Il fait mais qu'est-ce que tu fous là? T'es censé être en Ithaque, gros, je t'ai aidé. Genre, je t'ai aidé, je me suis fait chier, enfermer tous les vents dans une boîte et je t'ai filé le Zéphyr. Que fais-tu là? Là, Ulysse il dit mais ouais, mais tu sais, mais c'est mes gars, ils sont cons, ils sont jaloux, ils ont ouvert la boîte. Bon, bref, tu peux me refaire une s'il te plaît? Est-ce que tu peux me ressouffler le Zéphyr? Et là, Éole il fait mais non, mais attends, tu te moques de qui là? Non, attends, on était poteaux il y a 10 jours, mais là on n'est plus poteaux. Hein. Non, là, à mon avis, mec, t'as un tel karma que toi, t'as un bail avec les dieux. À tous les coups, tu es maudit des dieux. Moi, je n'aide pas un maudit des dieux. Hein. Sinon, moi, c'est la merde aussi. Donc non, tu es un pestiféré, casse-toi, je ne t'aide plus. Tu te démerdes, c'est de ta faute. C'est ton karma, je ne t'aide plus. Du coup, Éole se désolidarise de la traversée d'Ulysse. Et Ulysse commence à se dire, mais en fait, c'est peut-être ça, je suis peut-être maudit. Chaque fois, il m'arrive une couille. En fait, je dois être maudit. C'est vraiment des bâtards, les dieux. Et bah, disons, je commençais à de moins en moins à croire en eux. Bah là, je vais carrément plus croire en eux, quoi, finalement. Bon, bah, qui est-ce qui commence à se frotter les mains? Bah, c'est Zeus qui dit à Athéna « Ah bah, tu vois, je t'avais dit que ce petit con, il croirait plus en nous. Là, t'as vu, regarde, à la moindre difficulté, il dit « Ah, c'est la faute des dieux. Ah, de toute façon, ils n'existent plus. J'en ai rien à foutre des dieux. Cassez-vous, con de mime. » C'est le dieu du vent, mais il sait pas prendre un cadenas pour sa boîte aussi. Non, mais effectivement... Qui est assez con pour laisser une boîte avec un petit couvercle de mer? Bon, bref. Non, vraiment, du coup, Éole, il ne veut plus. Il veut plus l'aider. Du coup, bah là, c'est terrible. Voilà. Pendant ce temps-là, en Ithaque, Pénélope, elle se bat de tout ça. Il y a tous ces prétendants qui sont un petit peu en mode « Bon, Pénélope, ce serait bien qu'au bout d'un moment, tu refasses des bébés pour l'Ithaque, parce que là, il y a ton fils Télémaque qui s'est barré. » Ça se trouve, il va plus jamais revenir. Du coup, c'est ballot. L'Ithaque, ils ont potentiellement plus de successeurs. Bon, là, ça s'y fut. Tu choisis un mari, puis tu refais un gamin, et puis c'est bon, quoi. Voilà. Pénélope, elle est un petit peu pressée, tel un petit citron, finalement. Mais elle a pas du tout envie. Elle est persuadée que son mari est vivant quelque part. Elle est persuadée que son fils Télémaque va le retrouver, qu'ils vont rentrer. Et là, à ce moment-là, Pénélope se dit... Il faut que je trouve un stratagème pour retarder le plus possible le choix de mon prétendant. À ce moment-là, il lui vient une idée. Elle sait qu'il y a le vieux père d'Ulysse qui commence à devenir un petit peu zinzin, qui va pas tarder à mourir. Et elle se dit, quel dommage, on va devoir Scrabble pour les tags. Non, c'est ça. Elle se dit, il faut que je trouve un stratagème. Et donc, Laërte, le père d'Ulysse, est un petit peu gravataire, est un petit peu vieux. Et elle dit, attendez, il y a le papa d'Ulysse, à mon avis, il va pas tarder à rendre l'âme. J'aimerais bien d'abord
qu'on me laisse lui confectionner un linceul, d'accord? Je vais lui tisser un très très beau linceul, puisque c'est quand même le père d'Ulysse, hein, c'est quand même un peu une sommité dans la région. Et quand j'aurai fini de lui faire son linceul, et bah du coup je me choisirai un prétendant. Voilà, mais pas avant. C'est ma condition. À ce moment-là, les prétendants disent bon, ok, d'accord, on va faire ça. Bon. C'est quoi un linceul? Alors, un linceul, c'est un linge mortuaire en fait. C'est le linge dans lequel j'allais dire on emballe. Non, c'est horrible de dire ça. C'est le linge qu'on met par-dessus les morts en fait pour les couvrir. Ouais, classe les couleurs, exactement. Elle dit donc je vais faire un linceul. D'accord, je prends un fil et une aiguille pour commencer le linceul. Elle va à cette vitesse-là parce qu'elle essaie de gagner du temps. C'est... Évidemment, la pauvre, elle essaie de gagner du temps. Un sac mortuaire, en somme. C'est pas vraiment un sac. C'est plus un petit linge qu'on met sur voilà. Et bing, ménopause Pénélope. Non, pas encore. Pas encore. Enfin, j'espère pas. Il y a Poséidon qui a fait chier, je t'empêche de revenir enfoiré, mais je t'imaginais pas être maudit. Non, mais c'est ça, en fait, c'est vraiment ça. Ah, il y a Ninstopable qui dit ouch, bonne soirée. Ninstopable, vraiment. Qui est outré parce que c'est pas du tout ça dans l'Odyssée. Vraiment, tu racontes que de la merde. Ninstopable, encore une fois, je t'ai dit, si tu veux me raconter ta version de l'Odyssée, je l'écoute avec grand plaisir, il y a pas de problème. Je t'ai demandé plein de fois de me donner des détails, tu veux pas me les donner, tu préfères dire alors pas du tout, mais t'as pas la réponse, c'est bien dommage, parce qu'on aurait pu confronter nos versions. C'est bête, mais bon, c'est pas grave. Elle les défait toutes les nuits surtout. Pas encore. Ça viendra après. Des bisous, douce voix céleste. Voilà, c'est... Non, donc Pénélope, elle veut gagner du temps à tout prix. Donc elle dit non, mais je fais un beau linceul. Voilà, je vais faire un linceul, et puis quand j'aurai un linceul, je me choisirai un prétendant. Bon. Le spoiler sacrilège. Non, mais non, on s'en doutait. Évidemment, parce qu'au bout d'un moment, pour gagner du temps, elle va enlever les mailles une à une. Évidemment. Oh putain. Donc bref, Pénélope, elle fait un linceul à Laërte, le père d'Ulysse. Voilà. Donc, bon, là, le pauvre Ulysse, il est toujours en proie aux dieux. J'aime bien cette version, il y a des putains d'échecs. Pénélope, elle réclame les pauses syndicales. Bah, elle peut, en vrai, la pauvre. Pour l'instant, là, il y a le pauvre Ulysse qui est tout le temps perdu en mer. Il n'y a plus personne qui veut l'aider. Hein. Poséidon est contre lui. Éole, il veut plus l'aider. Bon, il échoue sur une énième île. Non, vraiment, il va aller d'île en île. Hein. Vraiment, bon, tu me diras, c'est la Grèce. Il va aller d'île en île. Voilà. Il va arriver sur une île où il y a une immense colline. Et puis à ce moment-là, il va dire bon, moi je reste au navire, vous, comme d'hab, le schéma se répète, il nous faut des vivres, on n'a plus à bouffer, vous descendez sur l'île et vous cherchez à bouffer. Voilà, ok. Bon, moi je garde le bateau, allez-y. Cette fois-ci, Ulysse se dit bon, je vais pas me faire avoir, je vais garder le bateau. Il envoie Érytruc et Polypocket, voilà, en disant vous veillez bien sur le reste de l'équipage. C'est terrible. Non mais j'ai toujours pas leur nom. Hein. Voilà. J'ai toujours pas leur nom. C'est d'une tristesse inouïe. L'Instoppable n'a toujours pas voulu me les donner. Hein, depuis tout à l'heure, il aime bien s'indigner en disant que c'est pas du tout ça, mais il veut pas me donner les noms des capitaines. C'est triste. Donc du coup, il y a Eurytruc et Polypocket qui descendent. Et puis tout en haut d'une colline, il y a une petite maison toute charmante comme ça. Du coup, bah, les gars ils se disent bah, si on va à la maison, il y aura peut-être de la bouffe à l'intérieur. Eureka et Polypocket, ça me En attendant, tous les autres rois, là, ils sont rentrés chez eux. Ça dépend lesquels. Il y en a beaucoup qui sont morts, et il y en a qui sont morts à l'arrivée. C'est terrible. Ménélas, il a eu des petites couilles en chemin, mais il a pu regagner Sparte. Agamemnon, lui, il s'est fait buter en arrivant. Et les autres sont morts à la guerre de Troie. Et les autres ont morts aussi, ce qui est arrivé à d'autres rois pendant ce temps-là. Bref, donc, ils arrivent à la petite maison. Et là, il y a une magnifique déesse qui leur ouvre la porte. Sublime déesse qui dit « Bonjour, vous êtes perdu? Vous avez faim? Mais venez dans ma maison, venez dans ma demeure, je vais m'occuper de vous. » Donc la gentille Circé, ou Cersei, c'est vous qui voyez, encore une fois, ça dépend des versions. J'ai un petit peu marre de le dire. La magnifique Circé leur ouvre la porte, commence un petit peu à les chouchouter, elle dit « Ah mais mes pauvres, vous devriez avoir soif. » Donc elle leur fait un petit cocktail là. Et il y a Eurytruc qui lui a senti
La couille arrivait. Voilà. Sublime déesse appelée le 39-39. Et la catastrophe, ils n'ont pas lu Hansel et Gretel. Eh oui, parce qu'ils auraient pu s'en douter. Une dame comme ça qui vit toute seule et qui ouvre et qui te dit oh mon pauvre chouchou, je vais t'aider. C'est un peu le tracteur. Bref. Donc, Circé, Eurytruc. Non, c'est pas Eurydice. Non, c'est le capitaine de. Je sais toujours pas comment il s'appelle. J'arrive pas à trouver. Il y a trop de versions différentes sur Internet. C'est Eury quelque chose. Donc, on va l'appeler Eurytruc, mais c'est pas Eurydice. C'est un monsieur. Puisque Eurydice, c'est la femme d'Orphée. Enfin, Feu, la femme d'Orphée, du coup, la pauvre. Bref, donc du coup, Eurytruc, lui, il a senti un peu la douille. Il rentre pas chez Circé. Grand bien lui fasse, parce que du coup, Circé, elle donne à boire à tout le monde. C'est pas non plus Euripide. Non, mais c'est un truc genre Euryloque, c'est ça. Hein. Euryloque, oui, c'était. Metsovo m'avait dit Euryloque, c'est ça. Donc Euryloque. Poly, je sais pas. Poly, c'est trop compliqué. Euryloque, du coup, se méfie, se dit non, je vais peut-être pas rentrer dans la maison de la dame, là. Merci, Snowwalk, de me dire. Donc Euryloque, ça c'est bon, là, mais on n'a toujours pas Polypock. C'est horrible, exactement, le tentacule. Non, bref, Euryloque voit pas la. Enfin, sans le truc arriver. Et il fait bien parce qu'il se cache. Il regarde comme ça par la fenêtre. Et il voit qu'une fois que tout le monde a bu le petit cocktail de la dame Circé, qui est la déesse du coup des sorciers, des sorcières et des magiciens, et ben ils se transforment tous en cochons. Voilà. Elle les a tous changés en porc. Elle a dit allez, voilà. Bah moi je m'amuse. Donc du coup, bah elle les met avec ces autres animaux parce qu'apparemment la meuf a une ménagerie que potentiellement d'autres pauvres marins qui se sont échoués sur son île à qui elle a fait boire d'autres cocktails. Voilà, et là elle est en mode PTDR. Maintenant j'ai plein de cochons, lol. Voilà, écoutez, ça l'amuse, chacun ses passions. On ne va pas la juger. Et donc du coup il y a Euryloque qui a vu toute la scène et qui se dit zut, il va falloir. Bah pourquoi pas. Oui, en fait, Sylvain, pourquoi pas collectionner les cochons, c'est peut-être son délire. Bon bref. Ils se sont transformés en demande d'unban. C'est vraiment ça. Ils se sont transformés en demande d'unban. Donc à ce moment-là, Circé. Elle kiffe un petit peu sa vie là. Et surtout, elle a créé le pâté Enaf. Non, pas arrêter. Non, Circé descend. Non, elle descend pas du tout. C'est Euryloque qui descend voir Hadès au navire et il fait bon, c'est la merde. On a trouvé une maison, mais il y a une dame dedans. Elle a fait boire un truc à tout le monde et du coup, tout le monde il est devenu un porc. Ulysse il fait écoute, j'ai pas compris, le mieux c'est qu'on aille la voir et qu'on aille s'expliquer. Voilà. Parce que dans tous les cas, moi pour rentrer, j'ai besoin de mes bails. J'ai dit Hadès, oh pardon, c'est Ulysse, excusez-moi. C'est totalement Ulysse, je peux penser au chapitre d'après. Il va voir Ulysse, merci femme. Il va voir Ulysse et donc du coup Ulysse il dit bon, je te propose qu'on aille voir la Circé en question et qu'on lui demande gentiment de me rendre mes hommes. Voilà. Avec un peu de chance, elle va dire ok, genre tout simplement. Ulysse monte avec Euryloque du coup. Monte dans la cabane de Circé. Et Circé, elles font oh, mes pauvres, vous vous êtes perdus. Si vous voulez, je vous donne à boire. Sauf qu'avant ça, pas si con, Euryloque lui dit attends, mais il a bu un truc et ils se sont tous changés en porc. Donc, à mon avis, il vaut mieux pas qu'on accepte ce qu'elle a à nous donner à boire. Il fait oui, mais normalement, c'est une tradition. Tu peux pas refuser ce que ton hôte te propose. Et là, il y a Athéna, encore et toujours. Athéna, qui veille sur Ulysse, qui a vu la douille arriver. Elle se dit, si jamais Ulysse boit le cocktail de Circé, il va se transformer en porc ou en âne ou en poule ou bref, on s'en fout. Il va pas pouvoir rentrer et là, c'est la merde. Du coup, elle appelle à la rescousse Hermès. Elle dit, Hermès, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu files à Ulysse un petit remède, s'il te plaît, pour que tu l'aides. Hermès, il dit, bon, d'accord. On va lui donner un remède. Donc avant de monter à la maison de Circé, dans les bois, il a croisé un petit berger, là, comme ça, qui dit « Hé mec, viens par là. Ouais, n'oublie pas, prends ça, bois-le, parce que si jamais tu offenses Circé sans boire son cocktail, ça va être la merde. Alors que si tu le bois, avec mon petit remède là, il va rien t'arriver. Fais-moi confiance. De vous à moi, à la place d'Ulysse, j'aurais peut-être pas fait confiance à un mec qui sort de derrière un fourré et qui me propose une potion chelou. Après, Ulysse, il se dit « Oh, foutu pour foutu, je vais le croire. Allez, ok. » Du coup, il boit l'antidote. Ce cheat code d'Athéna, c'est quand même pas cool pour les autres joueurs. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Romaric. Depuis le début, il se fait aider par Athéna. C'est terrible.
Avec un dieu en backseat, ça simplifie les choses de ouf. Vraiment. Donc, ils montent voir Circé. Circé le fait « Oh, mais vous êtes perdu, mais je vais vous proposer à boire !» Et là, pas con Ulysse, après avoir bu le petit truc d'Hermès, il dit « Mais certainement, buvons un petit coup !» Elle lui tend un truc, il boit. Et là, elle jubile, elle attend qu'il se change en je ne sais quel animal. Et puis, bah, il se change pas. Elle dit « Mais attendez, mais pourquoi ça marche pas? T'es un dieu ou quoi ?» Et là, elle fait « Ah, mais t'es Ulysse! Mais oui! Ah, putain! Oui, t'es un des seuls qui tombe pas dans mon piège. Bah, je sais, parce que on me l'avait prédit. Ouais, tu sais, les oracles et tout. Ah, mais c'est ça, t'es Ulysse, ok. Ah, mais c'est fou. Tu sais que tu vas en chier, hein. Ah, mais si, hein. Ah, vraiment. Ah, si, parce que moi, je connais la suite de ton histoire. Enfin, un petit peu. Et c'est un peu la merde, hein, je te jure, mon gars. Mais oui, c'est clair, évidemment, elle l'a reconnu. Et Ulysse, il dit, bon, ok, tu m'as reconnu, bon, t'es gentil, tu me rends mes hommes maintenant. Elle fait, alors, je te propose un marché. PTDR, t'es dans la merde. Elle lui dit vraiment, ah ouais, t'es dans la merde. Vraiment, genre, ça c'est, t'as vraiment une vie de merde, toi. Ah oui, je sais, je l'ai vu, mais même d'avant, t'avais une vie de merde, mon gars. Il lui dit, ok, bon, ça suffit, tu me rends mes hommes maintenant. Je vais affronter mon destin de merde si tu veux bien. Elle dit, bah non, moi je suis contente d'avoir des cochons. Bon, écoute, on va faire un deal. D'accord? Moi, je suis toute seule sur mon île. Je m'ennuie. Je me sens seule, isolée et solitaire. Personne ne me rend visite. Et oh mon Dieu, je suis une femme fragile. Vraiment, elle commence à lui faire un peu du charme, hein, vraiment. C'est terrible, vraiment, oh, je suis si seule. Du coup, je te rends tes marins si tu passes la nuit avec moi. Du coup, Ulysse, devant la beauté de Circé... ouais, mais Ulysse, c'est pas un charreau. Ulysse, il est quand même vraiment... il tient Pénélope, il tient son épouse. C'est un mec fidèle. Et il dit, oh, vraiment, si c'est le seul moyen, je suis désolée, ma chère Pénélope, mais pour sauver mes hommes, je suis obligée de passer une nuit avec cette magnifique déesse qui est Circé. Bon deal sur le papier, bon deal, vraiment. Il était copain comme cochon avec ses marins. Bah si, évidemment. C'est pour le travail, voilà. Si c'est pour le travail, évidemment. En attendant, quel grec antique, la tromperie, c'est pas comme aujourd'hui. Dans la Grèce antique, bon, ça dépend, hein, John Desuki. Ça dépend quand tu vois que Héra passe un petit peu son temps à traquer les amantes et les enfants de Zeus. Ils peuvent être ouverts sur plus de mœurs, je te l'accorde. Mais la monogamie, c'était quand même aussi bien ancré, hein, selon certains. Il n'y avait pas tout le temps de l'échangisme. Voilà. Ça... C'était pas le modèle du couple de base. Voilà, finalement. Bien que ce soit peut-être plus répandu, la polygamie chez les Grecs à l'époque que notre époque aujourd'hui. Parce que la polygamie est illégale en France, by the way. Rien que pour ça. Mais, non, enfin bon, bref. Donc du coup, Ulysse, il se dit, bon, pour le travail, ok, je veux bien passer une nuit avec toi, ma superbe Circé. Vraiment, oui, il va pas rester qu'une nuit. Hein. Il avait dit, mais seulement une nuit. Oui, seulement une nuit. Bah, tu parles. Il va pas rester qu'une nuit. Il va rester pas mal de temps parce que à partir du moment où il a pactisé avec Circé, elle dit ok, allez, c'est bon, je relâche tes hommes et pour te prouver ma bonne foi, grosse wati party à la maison. Et puis bah là, elle fait pleuvoir parce que c'est une déesse, elle peut faire un peu pas mal de trucs un peu stylés avec ses pouvoirs. Et puis bah là, c'est full bouffe, full vin, pas truqué cette fois. Et puis c'est un peu la wati party quand même. Ils en avaient bien besoin ces pauvres marins qui se font balloter de flots en flots, d'îles en îles depuis le début de cette putain d'Odyssée. On n'a pas les détails de la partie Scrabble. Bah écoute, tu l'imagines comme tu veux. Hein, mais apparemment c'était suffisamment bon parce qu'il n'est pas resté qu'une nuit. Voilà. Mais au bout d'un moment il se dit, va te rentrer quand même. Voilà, parce qu'on s'amuse bien. Circé, elle est quand même vachement sympa. Elle est plus que sympa. Pénélope pendant ce temps-là, elle se fait presser. Mais Pénélope continue de mettre son aiguille dans le fil pour faire le linceul. Et petit à petit, comme elle désespère de voir son mari arriver,
Bah la nuit, elle se lève et puis elle enlève 1 ou 2 mailles. Et puis 2 ou 3. Et puis 4 ou 5. Et... les nuits, elle enlève un petit peu son boulot. Mais pas trop, parce qu'il faut pas qu'elle se fasse griller quand même. Parce que s'ils reviennent et qu'ils voient qu'elle... bon. Donc elle y va mollo. Mais elle essaye de gagner le plus de temps possible, la pauvre Pénélope. Bref, il songerait peut-être à partir de l'île de Circé. Ok, oui, mais où? On va où, en fait? Je vous rappelle qu'on s'est fait balloter de flots en flots, on n'a plus de cap, on sait même plus où on est, on n'a pas de carte, on est sur cette putain d'île avec cette sorcière. On va où? Je ne sais pas où aller. Je vais pas m'aventurer comme ça au gré des flots alors que je suis sur une super île avec pas mal de bouffe, une charmante déesse à mes côtés. Mais il nous faut un cap quoi. Du coup il en parle un petit peu à Circé, il dit Circé tu sais il va falloir que je parte. D'abord parce que j'ai un petit peu trop traîné avec toi, j'avais dit 1 nuit et finalement je suis restée un petit peu plus que ça. Bref, mais c'est surtout est-ce que tu n'aurais pas un cap à me donner? Et elle dit ah bah oui bien sûr oui évidemment. Pourquoi tu l'as pas demandé plus tôt? Non, elle se fout un peu de sa gueule, non pas du tout. Elle dit oui bien sûr, oui il faut que tu ailles aux enfers. Il dit non, je... j'ai pas bien entendu. Tu peux me le redire? Oui, il faut que tu ailles aux enfers. Ah oui. Il dit mais non, je suis pas mort. Je sais pas, c'est pas encore mon heure, non? Elle dit oui mais en fait la seule personne qui connaît ton cap en fait elle est aux enfers donc faut que tu y ailles pour aller la chercher. Bon courage. Allez bisous. Une petite parenthèse, mais du coup, je me demande où ces récits ont été tirés. Est-ce que certaines époques, c'était des histoires dits vraies? Est-ce que ça a toujours été considéré comme des mythes? C'est une excellente question, Fab, à laquelle je n'ai pas la réponse. Voilà. Très très bonne question. Peut-être qu'ils y croyaient à l'époque. Ça, j'avoue, je ne sais pas du tout. Et merci Doudou pour le Prime. Merci beaucoup. Merci Doudou pour le Prime, c'est adorable. Mais oui, c'est logique, évidemment, elle dit mais oui, tu dois aller aux enfers, c'est logique, le mec qui connaît le chemin, ton cap là, eh ben il est mort. Donc faut que tu ailles le chercher aux enfers, jusque là tout est normal finalement. Évidemment, il y a Blatouf, c'est tout à fait logique. Il dit mais j'ai un petit peu peur d'aller aux enfers quand même, royaume d'Hadès et de Perséphone. Normalement, les mortels n'ont pas trop le droit d'aller en enfer sauf s'ils sont eux-mêmes morts. Un petit peu la merde quoi. Finalement. Mais oui. Oui, pardon, tout à fait. Il dit d'accord, mais ok, donc je cherche. Il dit d'accord, je veux bien aller aux enfers, mais je cherche qui? Parce que c'est qui le gars qui est mort et qui connaît mon cap, du coup, pour que je puisse me retrouver. Elle dit, bah, c'est Tirésias. Voilà. Elle dit, ah, bah oui, évidemment, ouais. C'est qui? Non, évidemment, il dit pas c'est qui, parce que tout le monde connaît, à cette époque-là, le mythe de Tirésias. Voilà. Tout le monde, tous les Grecs le savent, et il dit ah, ok, donc Tirésias connaît mon destin, il connaît mon cap, Tirésias sait où je dois aller pour rentrer en Ithaque. Oui, il sait, bon, il est mort depuis très longtemps, mais il est mort, mais tu peux aller lui demander si t'arrives à le retrouver aux enfers. Bon courage, mais c'est le seul qui sait. Voilà, moi je ne sais pas, je suis une prophète mais pas trop. Bon courage, Enrico Tirésias, exactement. C'est encore un peu fou, en gros encore, merci pour vos réponses. Merci Fab. Donc du coup elle dit non, il faut que tu ailles trouver Tirésias, c'est le seul qui a la réponse à ton cap et à ton destin aussi accessoirement, il sait ce qui va t'arriver, donc ce serait quand même vraiment bien que tu le retrouves, de toute façon t'as pas vraiment le choix, donc il faut retrouver Tirésias. Ok. Qui est Tirésias? Apparemment tous les Grecs le savent, mais nous on le sait pas encore. Et bien Tirésias c'est tout simple. Tirésias, donc du coup c'est un gars qui un jour il se baladait en Arcadie, voilà, et là il voit 2 serpents se battre, un mâle et une femelle. Enfin, se battre ou s'accoupler, ça dépend des récits. Voilà. Et il se dit, oh, trop drôle, il y a des serpents qui se battent, viens, j'en bute un. Oui, parce qu'il est con, hein, Tirésias, à cette époque-là. Oui, vraiment. Il est toujours un peu con. Hein. Oh, je vais buter un serpent, tiens. Du coup, il bute un serpent. Il bute la femelle. Ou les deux en même temps. Il en bute qu'un. Mais au moment où il bute le serpent femelle, ben, il se transforme lui-même en femelle. Vraiment. Non, ça a pas dû trop plaire au serpent magique chelou qui était potentiellement un dieu.
Donc il se transforme en femelle tout de suite. Donc Tirésias il fait oh putain je suis une fille. C'est un truc de ouf. Je suis devenue une fille. Mais c'est un truc de dingue. Donc Tirésias devient une Tirésias. Ni plus ni moins. Le con. Toujours s'immiscer dans la baston. Non mais surtout dans les bastons de serpents, genre laissez-les tranquilles, je sais pas. J'ai cherché pour t'aider les noms sur l'île de Circé. Les noms connus des membres survivants d'Ulysse sont Atipos, Clytios, Euryloque. Donc Euryloque il était capitaine. Elpénor, Alitercès, Noémon, Périmède, Philétos et Polythès. Bah ça doit être Polythès. Merci Dioxas, on a le nom du deuxième capitaine. Ah cool, merci. Donc Polythès, Euryloque, les deux capitaines. Ok, merci beaucoup. Donc Tirésias devient une fille. Qui était un mec hein, à la base. La politesse avant tout. Au moins on a un très très bon moyen mnémotechnique, c'est pas plus mal. C'est important la politesse, exactement. Bref, donc Tirésias devient une fille, évidemment. Mais il devient une fille avec un fort, très fort... Pourquoi je ne cherchais pas le pourquoi. Mais avec un très très fort appétit sexuel. Mais genre vraiment, il devient une fille qui est constamment en train d'avoir envie de Scrabble, hein, ni plus ni moins. Voilà. Voilà. Donc, Tirésias devient une fille très enclin quoi. C'était un mec. Tirésias devient une fille tellement enclin à faire des parties de Scrabble. Qu'elle va devenir la prostituée la plus célèbre de toute la Grèce antique. Vraiment. Rien que ça, quoi. Genre, vraiment. Vraiment. C'est... Ah oui, ça lui pose pas problème. Elle a envie de passer son temps à faire des parties de Scrabble. Donc, écoutez, autant être payé pour ça, finalement. Bon bise, bon bail, ça lui convient. La belle Tirésias, du coup. Voilà, beau palmarès. Exactement. Donc, elle se prend une carrière de péripatéticienne. Bref. Et pendant 7 ans qu'elle se balade, elle revoit 2 serpents. Et là, elle fait PTDR, trop drôle. 2 serpents qui se battent et qui s'accouplent. Tiens, je vais en tuer un. Un peu con la Tirésias, encore une fois. Elle tue le mâle cette fois-ci. Et elle se retransforme en homme. Du coup, elle a passé 7 ans dans le corps d'une femme. Et puis 7 ans à pas que cueillir des groseilles, si tu vois ce que je veux dire. Elle a passé cette année... elle a bien profité de son corps de femme. Bref, pendant ce temps-là, sur l'Olympe, il y a Héra et Zeus qui, comme d'hab, ils se disputent. Ils passent leur temps, leur putain de temps à se disputer. Héra a chopé une énième infidélité de Zeus, etc., etc., etc. Bref. Il y a l'étalé, exactement. Voilà. Le mythe. Non, mais c'est assez important. Héra et Zeus passent leur temps à se disputer parce que à tous les coups, Zeus il est encore en train d'avoir un enfant illégitime avec une énième mortelle ou déesse ou que sais-je. Enfin bon, bref. Héra pète encore son câble. Ils passent leur temps à se hurler dessus. Bref. Et à ce moment-là, Zeus il s'énerve, il fait de toute façon, t'as rien à me dire parce que vous les filles, vous êtes celles qui prennent le plus de plaisir au lit. Donc ferme-la parce que moi, si je ken à tout va, c'est parce que je suis un peu frustrée parce que vous avez des meilleurs orgasmes que nous. Héra elle fait pardon, tu te fous de moi? Mais non, ce sont les hommes qui prennent le plus de plaisir. Ça se saurait parce que si c'était les femmes qui prennent le plus de plaisir, eh ben les femmes elles auraient plus le feu au cul que les hommes d'abord. Hein? J'ai pas raison? Non, parce que je te dis que les master pleaders c'est pas des femmes, c'est des hommes. Alors tu te tais maintenant, ok? Donc c'est vous qui prenez plus de plaisir, c'est pas nous. Donc du coup ils commencent à s'embrouiller comme ça. Mais vraiment. Du coup ils sont pas d'accord. Pour changer, à quel moment Zeus et Héra sont d'accord? Je pose la question. Bref. Du coup ils disent, eh ben on a qu'à demander à Tirésias, hein? Parce que Tirésias il a été un mec, puis une femme, puis un mec. Du coup lui il a pu kiffer, et puis lui c'est, hein? Voilà. On va lui demander, va le chercher. Si, ramène-le. Du coup il ramène Tirésias. Évidemment. Héra qui parle en vitesse x2. Toujours. Héra, quand elle est énervée, elle parle en vitesse x2. C'est comme ça. Ça dépend des versions. Ça va être mon running gag. Bref. Tu n'es pas obligé de faire rap-bomb quand tu imites Héra. J'ai pas le ralenti. Pardon, Timmy. Et ma figure-toi qu'avec toi, j'ai toujours simulé. Voilà, Italix. Non, Alsa, elle peut pas le dire parce que... Oui, non, c'est ça, oui, voilà, c'est ça. Si, elle peut le dire, justement, parce qu'elle soutient la théorie que c'est les hommes qui prennent plus de plaisir, alors que Zeus soutient l'autre théorie. En mode, non, c'est les femmes qui prennent plus de plaisir. Bref, ils disent, on va demander à Tirésias, parce que Tirésias, il le sait. Il ou elle le sait. Voilà. Donc Tirésias vient. Je vais dire il, parce qu'à ce moment-là, Tirésias est un garçon. Voilà, il est redevenu
garçon, il était fille, puis garçon, et là il est à nouveau fille, à nouveau garçon. Non, il est à l'inverse, c'était garçon puis fille, bref, t'as compris. Donc je vais dire il, Tirésias arrive sur le mont Olympe. Et Zeus dit, bon ok, toi qui as fait l'expérience des deux corps, dans quel corps tu prenais le plus de plaisir? Est-ce que c'est les femmes qui prennent le plus de plaisir ou est-ce que ce sont les hommes qui prennent plus de plaisir? Zeus il dit, moi je pense que c'est les femmes, et ma femme Héra là, elle pense que c'est les hommes. Du coup tu vas nous dire quoi toi? Bon, Tirésias, un petit peu lâche, on va pas se cacher. Il regarde Héra, il regarde Zeus, il dit, lequel je dois le plus craindre entre Héra et Zeus? La question est vite répondue, comme dirait le sage à la Lamborghini louée. Il va se ranger du côté de Zeus, évidemment. Oui, parce qu'il craint un petit peu plus le courroux de Zeus que le courroux d'Héra. Voilà. Du coup, il va se dire, bah, je crois que c'est Zeus qui a raison. Si la sexualité pouvait se mettre en 10 parts, eh ben les femmes pourraient avoir 9 parts de plaisir et les hommes en ont qu'une. Voilà. Pour avoir testé les deux sexes, il y a quand même un sacré écart de perf. Je peux vous dire de source sûre que ce sont les femmes qui prennent le plus de plaisir par rapport aux hommes. Voilà, bonne journée. Alors là, Héra pète un câble. Elle dit, alors t'es qu'un gros mytho, mec. Je suis sûre que t'es qu'un gros mython. Non, en fait, ça va pas être possible. Non, vraiment pas. Donc Héra pète un petit peu un câble contre lui. C'était prévisible. En fait, s'il ne blessait pas Héra, il blessait Zeus. S'il blessait Zeus, il blessait Héra. Hein, ni plus ni moins. Et puis voilà, il a disparu, on l'a plus jamais revu. C'était un flash débat. Oui, il n'a pas mis longtemps, hein, Tirésias à chercher la bonne réponse selon lui. Il ne sait pas répondre. Il aurait mieux fait de se couper la langue, pardon, si tu veux mon avis. Fallait demander un 50-50. Bref, Héra, ça lui plaît pas trop, du coup. Elle dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais te crever les yeux. Allez, hop, c'est bon. Ils ont un bail avec les yeux, hein, dans l'Odyssée, vraiment. Bon. Du coup, elle le rend aveugle. Et Zeus, il fait, oh, franchement, Héra, franchement, t'es mauvaise perdante, tu lui as retiré la vue, ah, t'es chiante, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette meuf, c'est pas possible. Bon, mon gars, bon, t'as peut-être perdu la vue, vas-y, je vais te donner un petit cadeau, voilà, je vais te donner le don de prophétie, voilà, tu vas pouvoir faire des prophéties, voir l'avenir. Voilà, je suis désolée, hein, c'est ma femme, elle s'emporte, elle est chiante, qu'est-ce que je te dis? Voilà, c'est bon, ça reste entre nous, je te file la prophétie. Ok. Donc Tirésias devient un grand prophète. Aveugle, mais grand prophète quand même. Le pauvre. Et selon l'adage, il lui est dit que durant lui et sur cette génération, il continuera à vivre tranquillement. Sauf qu'à l'époque d'Ulysse, ça fait bien longtemps que Tirésias il est décédé, hein, et que les 7e générations aussi sont mortes. Hein. Donc du coup, le seul moyen qui retrouve Tirésias, c'est de descendre aux enfers. Et évidemment. Donc il va descendre aux enfers. Il l'avait pas vu venir. Non. Il va faire tout noir. Du coup, pas Tirésias, non. Ulysse va descendre avec sa flotte aux enfers. Circé lui fait coucou de loin en lui disant « Courage !» en pensant très fort « Oh putain, je pense qu'il va pas revenir des enfers, lui. Si jamais Hadès et Perséphone l'apprennent, à mon avis, il va pas sortir vivant des enfers. Il va y rentrer, il va y rester. » Elle lui fait coucou. Allez, c'était cool de t'avoir connu. Bon courage pour trouver Tirésias. Voilà. Et donc à ce moment-là, Ulysse va chercher Tirésias aux enfers. Putain, ça va être compliqué. Oh là. Parce qu'on est quand même dans un royaume qui est interdit aux vivants. Et la suite, on la voit demain. La suite de l'Odyssée. Évidemment. Oui, je vais m'arrêter là parce qu'on est plus ou moins à mi-chemin des trucs que j'avais envie de vous raconter. Évidemment, il y a plein de détails que j'ai passés. Il y a plein de détails... Putain, je me sens vraiment obligée de faire un disclaimer à cause de la condescendance de quelqu'un. Bref, c'est pas grave. Donc il y a beaucoup de détails que j'ai passés. Il y a beaucoup de trucs qui sont différents selon les versions, selon les traductions aussi. Voilà, tout simplement. Encore. Non. Demain, c'est l'entrée aux enfers. On n'y est pas. Il nous manque plein de trucs. Il nous manque les sirènes. Il nous manque plein de trucs. Ah, si. Oui, évidemment, s'il arrive à rentrer aux enfers, il va en avoir du monde à croiser. Hein. Oula, il va en avoir du monde. Alors, j'ai juste retenu l'histoire du serpent. Mais merde. Super sympa, écoutez, merci pour ce récit. Mais je suis contente que ça vous a plu. Donc évidemment, ça dépend des versions, ça dépend des traductions. Il y a des tas de détails que j'ai passés, puisque c'est quand même un énorme bouquin. Et merci.